Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver en cette semaine, c'est une semaine spéciale puisque à la fin de cette semaine on va avoir droit à la draft et bien sûr également le All-Star Game 2025. Enfin le All-Star, on va dire week-end, même si ça commence en fin de week-end et ça continue sur le tout début de la semaine prochaine, va avoir lieu. On va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, parce que là ça va être un épisode assez, je pense, assez long, donc préparez-vous. Avant bien sûr de commencer le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube. De même le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Et bien on va y aller sans plus tarder, c'est parti. La draft. Comme on le sait, mais je vais toujours le rappeler, donc ça va être la partie un peu relou pour ceux qui le savent déjà ou ceux qui ont déjà écouté les précédentes éditions de mes épisodes, on va dire, spécial draft, ou tout simplement qui ont suivi la draft auparavant. On sait que pour le baseball, pour le hockey également, la draft à la base, quand on compare aux autres sports américains majeurs, revêt un degré d'importance en termes de... on va dire de... comment je peux dire ça? Aidez-moi, s'il vous plaît. Le français me fuit. Au secours. Bon, je vais le dire autrement. C'est bizarre ce début d'épisode. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que un prospect qui est drafté, on s'attend à la base à ne pas forcément le voir directement en MLB dès la saison qui suit. Tout simplement. Il va certainement végéter plus ou moins longtemps dans ce qu'on appelle les ligues mineures, où il va pouvoir se développer. On parle bien sûr quand on a un pool de players, un pool de joueurs que l'on développe, tout ça c'est ce qu'on appelle un farm system. Et donc en général la draft MLB revêt un intérêt immédiat, on va dire, voilà c'était immédiat le mot que je cherchais, moindre, dans le sens où on va devoir attendre que ces prospects prouvent qu'ils sont vraiment ce que l'on cherche tout, dans les différents niveaux des mineurs. Quand on voit des prospects un peu stand-out, ça peut aller plus vite. Quand on voit certains prospects, vous connaissez forcément des joueurs à la Paul Skeens par exemple, ou même si on en parle moins, mais des joueurs à la Nolan Scanuel par exemple du côté des Angels qui a commencé très rapidement après sa draft. Bien voilà. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir plusieurs timelines, plusieurs différents time frames quand il s'agit d'un prospect à la draft MLB, mais avec une tendance générale à les voir d'abord passer au moins 1 à 2 ans, mais vraiment, ça c'est vraiment au minimum 1 à 2 ans dans les mineurs. Ce qui aussi permet en termes de data, en termes de compréhension du joueur que l'on a, de pouvoir les jauger d'autant plus que, par exemple, on le sait, passer ou transiter d'un sport amateur où peut-être on a dominé sans forcément avoir à mettre les mêmes efforts qu'au niveau professionnel, versus aller dans un sport professionnel et surtout dans une antichambre où les conditions ne sont pas aisées non plus, il faut le savoir, quand on joue dans les minor leagues. Donc là je parle pas forcément des joueurs qui sont draftés très haut et qui ont touché une grosse part du bonus pool d'une équipe, mais vous êtes un peu livré à vous-même dans le sens où vous n'êtes pas forcément bien payé, pas forcément bien logé, etc. Donc il y a tout cet aspect logistique, l'aspect mental aussi, puisque vous vous battez contre des gens qui sont peut-être vétérans, qui végètent depuis longtemps dans les mineurs, et chacun essaie de se faire sa place, de faire son trou. Donc on est vraiment dans un système où on est aussi en train de tester les valeurs mentales des joueurs dès les premiers échelons, que ce soit dans les Rookie League, les A, A+, etc., avant d'arriver au AA, etc. Donc, tout ça pour dire, et je commence bien avec plus de 3 minutes de tergiversation pour essayer d'expliquer que, voilà, on a une tendance, et c'est vrai que j'avais eu une question, c'est pour ça que j'en parle aussi, j'ai eu une question qui était très intéressante sur Instagram où on me posait la question de est-ce que la draft il y a ce côté hype puisqu'on voit des joueurs qui arrivent de plus en plus tôt au niveau de la MLB, et également un peu le pourquoi on voit ça. Est-ce qu'on voit ça puisque peut-être le niveau entre le niveau universitaire et le niveau professionnel, le fossé en tout cas s'est réduit, et j'ai envie de dire, pour finir un peu avec ce sujet-là et arrêter mes tergiversations, que je pense qu'il y a plusieurs facteurs.
peut-être que c'est vrai qu'en termes, encore une fois, comme je l'avais répondu sur Instagram, mais j'ai un peu plus élaboré, en termes de coaching staff, en termes d'infrastructure, on va dire humaine, hein, attention, pas logistique, on voit de plus en plus des universités à la pointe. Ils recrutent les meilleurs assistants, des gens qui ont même prouvé des fois même au niveau professionnel avant de redescendre au niveau amateur. Je pense à des coachs aussi qui ont eu voilà, des passages professionnels. Je pense à Chip Hale qui est du côté d'Arizona par exemple, pour ne citer que lui. Donc il y a ces connaissances qui ont été prises au plus haut niveau qui sont ensuite reversées ou déversées dans la formation des jeunes talents au niveau universitaire. Ça c'est d'un. Par contre, au niveau logistique, par exemple, c'est très disparate ou très hétéroclite. On peut avoir des grosses facs qui ont mis les moyens et on va retrouver des infrastructures très intéressantes. Et on aura des facs peut-être un peu plus modestes ou pour qui le baseball n'est peut-être pas le sport prioritaire, loin de là, et qui vont donc pas déployer au niveau athlétique, au niveau du département athlétique, une grosse bourse ou un gros budget alloué pour les infrastructures baseball. Donc, pour répondre à cette question sur l'aspect pur du gap qui se réduit entre le joueur universitaire et la MLB, je vais dire que c'est un peu du oui et non. L'autre piste que j'avais évoquée rapidement, mais là je vais donner un véritable exemple, j'avais lu un article d'ailleurs sur The Athletic, c'est pour ça que cette question en fait tombait, je vais pas dire au bon moment parce que ça fait longtemps que j'ai lu l'article, hein. Je pense qu'il est sorti en mars ou en avril, je me rappelle plus, hein. Vous connaissez la mémoire, moi c'est toujours compliqué, mais tout ça pour dire que on a eu récemment, je pense que c'était en 2022, la modification du CBA. Et je me rappelle que l'article, hein, de toute façon je vais le retrouver pour vous, parce que du coup j'ai fait mes recherches pour pouvoir vous retrouver l'article en question. Mais on comparait Macho, vous savez, premier tour, sélectionné, voilà, qui joue pour les Cubs, et on le compare justement à un autre joueur qui a été sélectionné par les Cubs, mais une dizaine d'années auparavant, c'est bien sûr Kris Bryant. Kris Bryant, on le rappelle, il a fait une grosse carrière universitaire, il était du côté de San Diego de mémoire, une grosse carrière universitaire, on savait que c'était voilà, l'un des meilleurs prospects de sa génération. Il arrive au niveau professionnel après sa draft, et c'est à 23 ans qu'il va continuer vraiment à intégrer les majeurs. On le sait, il va passer du temps dans les mineurs. Je sais que notamment que même l'année de ses 23 ans, il commence en termes d'opening roster dans les mineurs, si je dis pas de bêtises. L'article expliquait en fait qu'il commence en AAA. Et tout ça, c'était aussi pourquoi? C'était par rapport aux règles, par rapport au CBA de l'époque, et par rapport notamment à l'aspect rookie, et donc au contrat qui en découle. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, s'il avait été complètement intégré au roster professionnel dès l'opening day, je pense que c'était 2015 de mémoire, bah du coup il allait être agent libre dès 2020. Alors que le fait qu'il n'ait pas été maintenu dans le roster dès l'opening day, mais qu'il a commencé par la AAA, et qu'il est passé assez de temps en AAA, ça a fait que son contrat kick plus tard, et du coup sa free agency pour lui, c'était 2021. Donc vous voyez, c'est un an de gagné, un an d'économie, alors que là, le nouveau CBA est différent, dans le sens où, on reprend l'exemple de Macho, parce que j'aimais bien cet exemple-là, parce que c'est le même club, mais à 10 ans d'intervalle. Lui, il arrive, 23 ans, il est aussi un premier tour de draft, il est également troisième base, donc vous voyez vraiment même si c'est vrai que Macho, pour l'avoir vu et revu en baseball universitaire, c'était plutôt un shortstop, hein, en université, alors que là il est troisième base pure. Mais en tout cas, si Macho a été intégré, c'est aussi pour voilà, ce qui peut être mis en place pour les Cubs. Imaginons Macho réussit à être rookie de l'année lors de sa première année dans les majors, et je pense que c'était ça, ou alors imaginons il finit même dans le top 3 du MVP dans les 3 saisons qui suivent son arrivée en MLB, donc de son année rookie à la 3e saison, voilà, dans sa carrière MLB. Bah, les Cubs, ils vont récupérer un pic de draft supplémentaire. Donc il faut bien comprendre que là aussi il y a des objectifs, il y a des stratégies. Donc tout n'est pas forcément lié au fait que les joueurs sont de plus en plus prêts, même si c'est vrai que dans la préparation mentale, physique, etc., on voit en plus beaucoup de joueurs qui s'affairent à récupérer des coachs personnels pour développer différentes choses, même la diététique, etc., On voit beaucoup de jeunes athlètes qui se professionnalisent alors qu'ils n'ont encore qu'un statut amateur. Mais je voulais dire que ce n'était pas forcément la seule explication.
Et puis aussi, il y a des stratégies agressives comme les Angels qui ont pour idée de mettre très rapidement, le plus rapidement possible, pardon, leurs prospects au niveau du roster en fait MLB, puisque en fait il n'y a pas de timeline, on va dire, actuellement malheureusement pour cette franchise en termes de succès. Donc quand on a vu notamment Zach Neto qui venait de Campbell, c'était un très bon choix de draft, mais c'était peut-être pas le meilleur choix de draft non plus. Je pense que c'était quand même un premier tour à l'époque. 2021 ou 2022 aussi. 2022 peut-être, comme Matt Shaw. Non, Matt Shaw je pense que c'est 2023 ou 2024 parce que j'ai vu à Maryland. Bref, on s'en fout. Excusez-moi pour mes tergiversations encore une fois, mais tout ça pour dire et pour finir avec cette question, il y a plusieurs facteurs. Maintenant, c'est vrai que ça serait une question que j'aimerais bien étudier en plus en détail en essayant de voir des comparos par ERA. Par exemple, si je regarde dans les années 90 le taux de joueurs draftés qui ont commencé tôt, par exemple en MLB, si on dit que tôt c'est 1 à 2 ans, versus 2000, versus 2010, versus 2020, et si on pouvait même revenir jusqu'au premier tour de, enfin, premiers événements de draft par exemple, quand on a vu la draft, je pense que ça arrive en 1965 de mémoire, donc on pourrait remonter même dans le temps. Ça pourrait être un sujet très intéressant et j'ai pas envie non plus de rester trop longtemps sur le sujet parce que je n'ai pas assez de matière pour vous donner une réponse définitive. Mais en tout cas, je trouvais la question intéressante, c'est pourquoi je suis revenu un peu sur tout ça. La draft, donc, je le rappelle également, en MLB, il y a cette particularité où on a deux drafts. On a donc la draft qui nous intéresse là en juillet, qui était, je sais pas si c'est toujours le cas, mais qui était appelée Rule 4 Draft, qui est donc la draft des joueurs amateurs. Cette draft, actuellement, de mémoire, c'est quoi? C'est 20 tours. Mais il faut savoir que ça a fluctué au fur et à mesure des époques. Enfin, entre guillemets, il y a entre 5 et 40 tours. Mais maintenant, je pense qu'ils ont fixé le nombre à 20 tours max, un truc comme ça. Parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Non, mais parce que voilà, et du coup, on a des milliers potentiellement de joueurs. Hein. Quand je dis des milliers, c'est-à-dire que j'ai pas des milliers forcément de joueurs draftés, mais des milliers potentiels draftables, puisqu'on a les joueurs qui peuvent être draftés dès le lycée, les joueurs qui peuvent être draftés dès leur année junior au niveau universitaire. Quand je parle universitaire, notamment en NCAA, c'est l'organe principal, hein, première division, mais des joueurs qui sortent du JUCO, si en termes d'âge ils sont éligibles, ils peuvent être aussi draftés, et des joueurs qui ne sont que sophomores dans ces organes comme la NCAA, mais qui ont l'âge requis, hein, par exemple qui sont nés en début d'année ou un truc comme ça, et qui ont donc l'âge requis pour être draftés, bah, ils sont également éligibles. Donc ça vous fait beaucoup de monde, sachant que la draft n'est pas forcément limitée aux joueurs NCAA D1. C'est-à-dire que si on voit un énorme prospect, on sait jamais, hein, qui vient de la D2, de la D3, ou un prospect qui vient de la NAIA par exemple, comme autre organe, hein, de ce type de compétition, ou même du JUCO, bah, ils vont pas se priver pour les prendre. Donc en tout cas, cette draft, on le sait, depuis très récemment, on a une loterie. Cette loterie va déterminer en fait les top picks pour les équipes qui ne sont pas playoffables lors de la saison écoulée. Par exemple, on a fait la loterie pour la draft 2025 en décembre 2024 avec les équipes qui ne faisaient pas partie donc des playoffs 2024, pour faire simple. Ensuite, pour le reste des équipes qui étaient en playoff, bah, c'est l'ordre inverse de leur voilà, classement. On le sait également, c'est qu'en fonction de ce que vous faites en termes de salary cap, même s'il n'y a pas un véritable salary cap, mais je veux dire en termes d'échelle de salaire, si vous dépassez certains seuils, bah, vous pouvez être pénalisé. C'est le cas notamment, si je dis pas de bêtises, encore cette saison. On doit avoir les Dodgers, on doit avoir les Mets forcément, mais je pense que même les Yankees ont eu des pénalités. Je pense c'est... faudrait que je revoie, mais c'est en gros, vous reculez de 10 pics ou un truc comme ça, quoi. Donc au premier tour, on ne devrait pas avoir ces équipes-là de mémoire. Je vais le revoir dans quelques secondes pour vous confirmer quand je vais vous donner l'ordre complet en fait, hein, de l'ordre de draft 2025. Mais donc on a toutes ces règles-là également. On le sait également, la draft MLB, on a des pics compensatoires par exemple. Quand vous perdez certains free agents par exemple, ce genre de choses. On a aussi les fameux entre-tours, hein, les tours qu'on appelle les competitive balance rounds, qui se passent entre le premier et le deuxième tour pour le competitive balance round A, et puis entre le deuxième et le troisième tour pour la B, et c'est pour aider notamment les plus petits marchés, hein, pour faire simple.
Voilà, voilà. J'ai déjà expliqué un peu le truc avec Macho, où notamment vous pouvez avoir aussi un Prospect Promotion Incentive Pick, c'est ça dont je parlais. Si Macho, par exemple, pour vous redonner l'exemple, gagne le Rookie de l'année, ou est MVP, ou est Cy Young, ou en tout cas est dans le classement des 3 meilleurs pour Cy Young ou MVP, bon, lui, il peut pas être Cy Young, à moins qu'il nous choque tous en devenant un pitcher de haut niveau, mais bon, il est troisième base. Eh bien, vous pouvez voilà, récupérer également ce genre de récompense, on va dire, avec cet extra pick. Puisque vous avez donc développé un joueur qui voilà, a bien travaillé individuellement et ça s'est reflété sur aussi vos performances peut-être, par exemple. L'autre draft, pour faire simple, c'est la Rule 5 draft qui, elle, justement, fait place, ou est mise en place, pardon. J'ai du mal aujourd'hui avec le français, ça va être incroyable. Avec un épisode long et pas de français dans mes cordes vocales, ça va être très très difficile. Mais bon, bref. Cette draft a lieu en décembre pendant les fameux meetings d'hiver, les winter meetings. On retrouve donc les GM et autres organes de front office qui vont pouvoir un peu discuter. Ça parle notamment free agency, ça parle notamment potentiel trade, ça parle également, voilà, donc justement de cette Rule 5 draft où en fait on va permettre à des équipes de sélectionner des joueurs qui sont en ligue mineure d'autres équipes et qui ne sont pas dans le roster de 40 personnes. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés. L'idée derrière ça, c'est de limiter les équipes qui vont en fait amasser des talents dans les ligues mineures. Et puis c'est aussi pour ces jeunes talents d'avoir des opportunités de jouer dans les ligues majeures. Du coup, la contrepartie, c'est que si vous sélectionnez un joueur dans cette Rule 5 draft, il doit être placé dans votre 26-man team, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il ne faut pas confondre la 40-man team, parce que dans la 40-man team, vous avez forcément les 26 joueurs que vous allez inscrire au final, plus voilà, c'est genre un peu plus réserve, et voilà, la 26-man team, où voilà, là c'est vraiment le roster de Ligue majeure pour la saison, voilà, pour faire simple. Donc voilà, j'espère que ces rappels ou ces choses qui sont peut-être nouvelles pour certains d'entre vous, vous font plaisir. Pour ceux qui connaissent déjà tout ça, de toute façon je pense que comme l'épisode va être long, je vais mettre un timecode en fait. On va chapitrer un peu le tout pour que ça soit plus digeste. Et on va pouvoir parler de la loterie, c'est-à-dire de l'ordre de la draft, et ensuite on va se plonger dans cette fameuse draft. Parlons maintenant donc de l'ordre de draft. Suite à la loterie, on a donc les Nationals. Les Nationals, c'est assez marrant quand on pense à ce qui vient de se passer. Les Nationals ont donc le premier pick. Il y a 2 ans, ils avaient déjà le pick numéro 2, si je me rappelle bien, parce que c'est Dylan Cruz qui l'avait drafté. Et pour l'instant, Dylan Cruz, en termes de petit aparté, en termes de développement, ça se passe pas si bien que ça. Mais bref. Les Nationals ont donc récupéré le premier pick et comme vous le savez certainement, ils viennent de virer Mike Rizzo, le GM, et Dave Martinez, le coach. On se rappelle que derrière eux, on a eu donc cette équipe championne en 2019, mais que depuis le titre de 2019, les Nationals ne sont même pas allés en playoff. On a aussi donc des joueurs, voilà, je viens de parler de Dylan Cruz, où le développement pose question. Je sais que avant la draft 2023, alors qu'il était à la bataille entre guillemets dans les spéculations pour être numéro 1 de draft, il y avait déjà des sonnettes d'alarme entre guillemets du côté des observateurs qui expliquaient que peut-être qu'en termes de motivation, peut-être qu'en termes de mentalité, etc., il était peut-être un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Alors attention, moi je vous dis juste ce qui était rapporté, c'est-à-dire que moi je n'ai pas de jugement particulier là-dessus, on ne peut pas savoir, on n'est pas à sa place à lui de toute façon. Mais on a donc ces petits problèmes de développement. Même si quand on regarde bien, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a par exemple, c'est des joueurs qui viennent souvent aussi de trades, mais quand je pense à des joueurs qui ont été développés suite à des trades, par exemple le trade de Soto, ça a ramené qui? Ça a ramené James Wood, Mackenzie Gore, et ce sont des All-Stars cette saison par exemple, et même CJ Abrams, si je me rappelle bien sûr, CJ Abrams le shortstop, et ce sont des All-Stars, CJ Abrams déjà la saison dernière All-Star, etc. Donc en termes de développement individuel, il y a certains joueurs qui ont bien fait, mais il y a des joueurs qui sont attendus, dont on attend toujours le vrai start, on va dire. Mais en tout cas, les Nationals, pour finir avec eux, ont le premier choix.
En deuxième position, on retrouve les Angels. En troisième, les Mariners. En quatrième, les Rockies. En cinquième, les Cardinals. En sixième, les Pittsburgh Pirates. Les Miami Marlins sont en septième position. Toronto Blue Jays en huitième position. Cincinnati Reds en neuvième position. Puis en 10, on a les Chicago White Sox. Et vous voyez, ils ont pourtant eu la pire saison possible la saison dernière, une des pires saisons de l'histoire. Et ils n'ont pas le premier choix de draft. Donc voilà, la loterie a aussi permis ceci. En 11e position, on a les A's. En 12e, les Rangers. En 13e, San Francisco Giants. En 14e, les Tampa Bay Rays. En 15e, Boston Red Sox. Minnesota Twins suivent en 16e position. En 17e, on a donc les Chicago Cubs. En 18e, les Diamondbacks de l'Arizona. En 19e, Baltimore Orioles. Ensuite, on a les Brewers de Milwaukee. En 21e position, on a Houston. 22e, Atlanta Braves. 23e, Kansas City Royals. 24e, Detroit Tigers. Les San Diego Padres sont en 25e position. Les Philadelphia Phillies en 26e. Et donc, Cleveland Guardians ferment la marche de ce premier tour raccourci en 27e position. Normalement, vous le savez bien, un tour est censé regrouper toutes les équipes, mais donc manquent à l'appel les Mets, les Dodgers et les Yankees. Et comme j'ai dit, c'est parce qu'ils ont été donc pénalisés de 10 pics plus bas, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, puisque ils ont dépassé le second apron, on va dire le second threshold, donc le second seuil, pour parler français, je cherche le mot encore une fois, de la competitive balance tax. Donc eux, ils vont se retrouver au final avoir leur premier pic dans la competitive balance round A. On peut noter, puisqu'on n'est pas très loin de cette fameuse competitive balance, tout d'abord, avant cette competitive balance, on va avoir donc un tour de draft supplémentaire en 28e position, on va dire, pour les Kansas City Royals, et c'est donc l'exemple que je donnais avec Macho, c'est le fameux Prospect Promotion Incentive Picks, dans le sens où ils ont eu un joueur qui a été top 100 prospect à l'époque, par exemple. Il a été dans un opening day roster en tant que rookie. Et il a soit gagné le rookie de l'année, soit été dans le top 3 du MVP, soit dans le top 3 du Cy Young. Et tout ça avant d'arriver donc à la qualifying for arbitration, c'est-à-dire on va dire dans les 3 ans qui suivent son année rookie, on va dire, pour faire simple. Et donc c'est le cas pour Kansas City, parce que je vous rappelle que Bobby Witt Jr. a terminé dans le top 3 du vote au MVP. Donc voilà pourquoi ils sont donc également et en 23e position et en 28e position. En 29e jusqu'en 32e position, on a aussi d'autres équipes, on en a 3. Et pourquoi? Ce sont pour les pics de compensation. Ce sont donc des équipes qui ont perdu des free agents qui étaient, on va dire, qui sont qualifiés puisque ces free agents ont signé pour au moins 50 millions de dollars avec leur nouvelle équipe. Bah du coup, on a leurs équipes précédentes qui ont donc le droit à ce pic de compensation. Ces équipes-là sont donc les Arizona Diamondbacks. Diamondbacks qui ont donc récupéré ce pic de compensation suite à la perte de Christian Walker. Je pense que les Astros, ils avaient lâché leur second tour et 5e tour de pick de draft pour justement signer Walker. En 30e position et en 31e position, c'est la même équipe, ce sont les Orioles de Baltimore, c'est pour la perte en fait de Corbin Burns. Les D-backs ont lâché leur second tour de draft pour signer Burns. Et pour la 30e position, c'est pour la perte de Anthony Santander, qui lui est parti du côté des Blue Jays, et les Blue Jays ont lâché leur second tour de draft en fait, pour le signer. Et enfin, on a donc Milwaukee Brewers qui ont perdu Willy Adames au profit des Giants, qui donc lâchent leur second tour et leur 5e tour de draft, enfin c'est ce qu'ils ont lâché pour signer Adames. Voilou. On peut finir, et on va pas passer après second tour, deuxième tour, etc., sinon ça va être trop long, mais on peut finir avec au moins la Competitive Balance Round A. Je rappelle, les 10 marchés les plus faibles, on va dire, du microcosme MLB sont donc récompensés, et on va voir dans cette Competitive Balance Round A aussi les 3 gros mastodontes qui ont donc eu cette sanction de 10 pics de moins, Mets, Yankees et Dodgers, ce qui nous fait en 33e position les Red Sox, en 34e position les Detroit Tigers. Je pense que les Red Sox d'ailleurs c'est par rapport à un trade qu'ils ont récupéré ce pic là, un trade avec les Brewers.
En 34e, donc je disais les Tigers. En 35e position, les Seattle Mariners. En 36e, les Minnesota Twins. En 37e position, les Tampa Bay Rays. En 38e position, donc voici les Mets. En 39e suivent les Yankees. Et en 40e suivent bien sûr les champions, les Dodgers. Les Dodgers vont pick deux fois de suite, puisqu'en fait en 40e position, ils ont récupéré un pick de draft des Reds suite au trade de Gavin Lux. En 42e position, on aura donc les Tampa Bay Rays qui ont récupéré un pick suite au trade de... alors je pense que c'était Jeffrey Springs de mémoire, mais je pense qu'il y avait un autre. Je pense qu'il y a deux joueurs, c'est les A's qui ont récupéré Jacob Lopez, un truc comme ça, et Jeffrey Springs. Je suis pas complètement sûr de moi là-dessus, mais je pense que c'est ça. Et en 43e position, on aura donc les Miami Marlins. Ensuite, vous avez compris, on suit la suite avec notamment le second tour, puis après on aura une competitive balance round B, puis après des compensation picks, puis après le troisième tour, etc. Ça va jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout art de rue, et ainsi de suite. Donc voilà pour l'ordre de draft, et je pense que ce pourquoi vous êtes là, et ça fait sens, c'est surtout pour parler des prospects, et surtout de la draft et de ces prospects. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une sorte de mock draft pour le premier tour. Donc, je vais vous donner un peu mes choix, ce qui va me permettre aussi d'expliciter un peu ces prospects. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et si j'ai la force et un peu de temps, je vais aussi donner des joueurs un peu au-delà de ce premier tour, qui pourraient faire partie de ce premier tour. Tout simplement. Je vais faire une petite pause, prendre de l'eau, me préparer, parce que là ça va être un petit marathon, et on se retrouve dans quelques secondes. Allez, j'arrive. La première chose que je tiens à rappeler, c'est l'exercice d'une mock draft, c'est toujours assez spécial dans le sens où on peut avoir un ranking des prospects. Par exemple, les prospects, vous le savez, sont rankés par différents organismes, directement via la MLB, via d'autres médias, enfin quand je dis MLB, le média officiel de la MLB, etc. Par contre, on peut avoir un fort potentiel ou un plus fort potentiel en termes de ranking qui va être drafté plus tard. Vous le savez, il y a le jeu, par exemple, de ce qu'on prévoit en tant que stratégie de franchise. Il y a également l'aspect bonus pool qui est à prendre en compte. On peut se rendre compte que tel joueur ou tel joueur, sachant sa force et sa valeur ou son potentiel, va potentiellement demander un maximum de ce bonus pool. Et si vous avez une vision à prendre plusieurs joueurs d'impact, vous allez peut-être sacrifier ce haut potentiel pour prendre un joueur peut-être qui a un moindre potentiel mais qui va moins vous charger en termes de bonus pool. Donc il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et puis il y a aussi la forme du moment, c'est-à-dire que, je le rappelle rapidement, sans rentrer dans les détails, mais avant le début de la saison universitaire 2025, le numéro 1 en termes de prospects, en tout cas quand il s'agissait de noter les prospects purement universitaires, c'était JC Laviolette. Derrière lui, il y avait Jamie Arnold, Tyler Bremner, donc deux pitchers, et là, spoiler alert, ce n'est plus le cas. On l'a vu par rapport aux progressions, au manque de progression de certains, aux déceptions, au fait que même si certains ont continué à performer, il y a des choses dans leur arsenal qui posent un peu plus de questions, qui paraît un peu moins safe que d'autres joueurs qui ont émergé. Et donc ce qui nous fait qu'au fur et à mesure de la saison, on a vu de plus en plus de changements dans toutes ces évaluations de prospects et également dans toutes les mock drafts. Donc voilà, après ce petit disclaimer entre guillemets, je vais pouvoir commencer. Donc ça va être comme une mock draft dans le sens où je vais dire, en première position pour le pick des Nationals, je pique ce joueur-là. Selon moi, il va prendre ce joueur-là pour ci, pour ça, et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du premier tour. Commençons sans plus tarder justement par les Nationals. Bien sûr, rapidement, je rappelle encore, avec les événements de ce début de semaine ou fin de semaine dernière, avec l'éviction notamment de Mike Rizzo et Dave Martinez, on peut se dire, oula, ça paraît flou. On le sait aussi, c'est qu'il y a du talent, et notamment du talent en termes de shortstop et d'outfield quand on regarde James Wood et bien sûr CJ Abrams. On sait aussi que les Nationals peuvent se dire que justement, l'une des raisons pour lesquelles ils ont viré ce duo, c'est le fait qu'il n'y a pas de résultats, donc c'est-à-dire qu'il y a une politique aussi sportive de vouloir récupérer ou retrouver des résultats assez rapidement,
Et pour ce faire, on pourrait tenter d'imaginer que leur idée va être de plutôt drafter un joueur universitaire, et si possible dans un besoin assez immédiat. On le sait, ils ont un IRA au global assez délicat, assez difficile, alors qu'ils ont quand même un joueur comme Mackenzie Gore qui fait une saison quand même qui lui a permis d'être All-Star. Donc tout ça pour dire que pour moi en première position je vois bien les Nationals récupérer un pitcher. Alors c'est vrai que le numéro 1 de pas mal de mock drafts c'est Ethan Holiday, shortstop de son état. Pour moi il ne sera pas sélectionné en numéro 1 et du coup je vais aller un peu avec la tendance générale et je vais dire qu'en numéro 1 ils vont pick Cade Anderson. Et donc là la question c'est pourquoi Cade Anderson? Pourquoi le pitcher rising star, on va dire, de LSU, plutôt qu'un Jamie Arnold qui a continué à dominer au niveau collège baseball, ou par exemple un Liam Doyle qui a été une des grosses surprises et belles surprises de la SEC avec Tennessee. Bien en fait, faut voir là en fait que on parle de potentiel également et on veut voir aussi l'aspect un peu plus, on va dire, safe. Jamie Arnold, si on compare les chiffres, c'est peut-être le joueur qui a le plus dominé, même s'il n'était pas dans la même conférence, mais il était quand même dans la deuxième meilleure conférence du pays, la ACC, qui n'a quasiment rien à envier à la SEC. Jamie Arnold, par exemple, si on regarde des stats assez brutes, c'est 2,98 d'IRA notamment, c'est en termes de whip 1.063, en termes de strikeout sur 9 manches c'est 12.6, au total alors il a lancé combien de manches? Je l'avais vu, je pense 84 ou 85 manches. Au total, c'est 119 strikeouts sur ce nombre-là. Mais le problème de Jamie Arnold, et ça avait déjà été noté même auparavant, c'est qu'il compte beaucoup sur un combo fastball-slider, certes dévastateur, mais ce qu'on attend d'un starter, et notamment en termes de potentiel et d'upside pour le futur, c'est d'avoir un joueur qui paraît plus safe, qui a vraiment un mix de pitch efficace, et c'est là où l'une des premières limites de Jamie Arnold a été notée, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pitch référencés dans son mix, il y en a 2 principalement. L'autre chose, c'est le fait que au fur et à mesure des manches, il s'effondre assez facilement, ce qui fait que beaucoup ont commencé à le noter plus comme un long releveur par exemple, ou un setup releveur pour les majors, versus son côté starter au niveau universitaire. Côté Cade Anderson, certes, les chiffres peuvent paraître intantinés en dessous sur certains chiffres. Par exemple, l'un des aspects qu'on va regarder forcément, les choses comme l'IRA, son IRA de 3.18, mais par exemple son whip est meilleur, 1.059. Pareil, en termes de strikeout sur 9 manches, c'est 13.6. Si on veut regarder aussi le nombre de strikeouts sur le nombre de manches qu'il a lancé, il a été beaucoup plus durable, c'est ce dont je parlais, 84-85 manches pour Jamie Arnold contre 119 pour Cade Anderson et pour 180 strikeouts. Donc tout ça pour dire en fait qu'il paraît beaucoup plus intéressant, surtout sur ce qu'il a montré sur la fin de saison. Je rappelle qu'il a quand même enchaîné des performances aussi de grosses factures et sur le plus grand des stages, c'est-à-dire en tournoi national et en plus de ça au College World Series. Sa dernière apparition, si je me rappelle bien, c'était justement un shutout game où il a strikeout, je sais plus si c'était 10 joueurs, ça fait pas si longtemps, mais vous connaissez moi et ma mémoire, je pense que c'est ça, 10 strikeouts et un complete game shutout contre Coastal Carolina, ils avaient gagné 1-0, je le rappelle. Donc tout ça conforte et confirme un peu cette impression qui au fur et à mesure a mis en fait Cade Anderson au-dessus de Jamie Arnold. Pour parler un peu plus de Cade Anderson rapidement, c'est quand même un joueur qui a 4 pitchs importants dans son mix. Il a notamment de la slider, il a une curveball, il a aussi donc sa fastball et puis une change-up. Les scouts disent qu'il a normalement ce qu'on appelle le delivery, son delivery de pitch, qui est le plus important, le plus impactant des prospects pitchers que l'on retrouve sur cette saison de draft. Et c'est pourquoi il est devant donc Jamie Arnold. Pour Liam Doyle, sa balle rapide est clairement ce qui intéresse le plus. Il a aussi plus de pitch que Jamie Arnold, il a montré plus de choses. Et puis il y a certaines métriques, comme les spins par exemple de sa balle rapide, et puis le fait qu'il arrive à vraiment bien spotter des zones compliquées
et on va dire difficiles pour un batteur, qui les rend assez, vous savez, inconfortables, tout en touchant la zone en fait. Ça veut dire des balles qui ne sont pas des balls, mais qui sont toujours très difficiles à attaquer pour un batteur adverse. Donc voilà. Cade Anderson est pour moi le numéro 1 de cette draft. C'est un peu la tendance actuelle, donc je ne donne pas de surprise en tant que tel, mais je vous explique en fait le pourquoi il serait devant d'autres profils pitchers, et pourquoi les Nats aussi prendraient donc un pitcher qui est en plus approuvé au niveau universitaire et qui pourrait assez rapidement monter les échelons et pouvoir être incorporé au pitching staff en général des Nationals. Plutôt que de prendre un prospect lycéen qui va peut-être mettre un peu plus de temps à être développé et qui surtout arrive sur un poste où on a déjà un All-Star et un jeune en puissance en CJ Abrams par exemple. Donc, Cade Anderson numéro 1. En deuxième position maintenant, on se retrouve avec les Angels. Les Angels nous ont habitués récemment à prendre des joueurs qu'ils voulaient assez vite monter dans l'équipe première, on va dire. Plutôt des joueurs de position, mais on sait que normalement ils ont quand même besoin plutôt de pitchers. Et si on veut un peu mixer donc les dernières drafts ou stratégies de draft des Angels, c'est-à-dire ce côté prendre plutôt des joueurs universitaires qui vont être peut-être plus rapides à monter, plus ce besoin de pitcher, du coup ça nous laisse un pitcher potentiellement sélectionné en deuxième position. Et pour moi il y a 3 profils, donc Liam Doyle, Jamie Arnold bien entendu, et Kyle Witherspoon, l'un des jumeaux Witherspoon. Moi dans ma mock draft je vais mettre Liam Doyle. Pourquoi ? Parce que il a été sensationnel avec Tennessee, il a surtout montré des choses qui ont plu de plus en plus, on l'a vu dans beaucoup de rapports de scouts. Non pas que Kyson Witherspoon, j'ai dit Kyle tout à l'heure ? C'est Kyson. Bref, non pas que Kyson Witherspoon ne soit pas capable de montrer ce genre de choses, c'est surtout en fait que, à pareil, on va dire que à pareil niveau entre guillemets, ce profil de lanceur gaucher très puissant en Liam Doyle qui, comme je l'ai dit, a fait montre d'une fastball qui a été très intrigante, et surtout cette idée de réussir à jouer avec la zone pour mettre dans l'inconfort les batteurs adverses. C'est quelque chose qui, je pense, surtout dans cette optique de vouloir monter un joueur très rapidement dans les majeurs, peut intéresser les Angels. C'est une mock draft, donc bien entendu on peut se tromper complètement et peut-être que leur politique va complètement changer. Ils vont prendre un joueur lycéen. Si c'est un joueur lycéen, ça pourrait être par exemple le Seth Hernandez, puisque lui aussi c'est un pitcher. Mais moi je vois Liam Doyle sélectionné en deuxième position par les Angels. En troisième position maintenant on a les Mariners, et pour les Mariners c'est d'autant plus difficile de choisir que tous les rapports indiquent qu'ils n'ont pas fermé la porte à un large éventail de différents prospects. Maintenant si on regarde les stratégies récentes, on sait qu'ils ont soit récupéré des joueurs de position plutôt lycéens avec un fort potentiel, soit des joueurs universitaires mais plutôt lanceurs. On peut penser à Kirby ou à Logan Gilbert de mémoire. Qui leur permet en fait de construire et d'avoir une des plus belles rotations, notamment de la MLB. Là du coup ça m'aide pas beaucoup, mais moi dans l'idée que j'en ai là pour ma mock draft, je vais mixer un peu les deux ici, et en fait ça va être pour moi justement le fameux Seth Hernandez dont j'ai parlé auparavant, puisque c'est un lanceur. Ça continue un peu cette stratégie de prendre des lanceurs à fort potentiel. Là pour le coup c'est pas un lanceur universitaire, ça serait un lanceur lycéen, mais qui a quand même un gros upside, donc ça pourrait être l'idée ici. Alors Seth Hernandez, je le connais pas parce qu'il joue pas au niveau universitaire, c'est un lycéen, mais je sais que quand on regarde un peu tous les rapports, c'est un joueur qui est très attendu, très performant, 4 pitch important, notamment son one-two punch principal, c'est balle rapide curveball, mais il a aussi une slider, j'ai dit balle rapide curveball, c'est ça que j'ai dit, je voulais dire balle rapide change-up. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est un peu le combo balle rapide change-up qui fait la différence chez lui, même s'il a pour le coup une balle courbe, une curveball qui est très intéressante. Sa slider est un peu en dessous. En termes de notation sur tout ce qui est contrôle, il est pas mal pour son âge déjà, et donc c'est un joueur qui est parmi les top prospects de cette draft. Et moi pour le coup je casse un peu, ou je coupe la poire en deux avec les expectations qu'on a du côté des Mariners en général, c'est-à-dire soit un pitcher universitaire très bon, donc j'aurais pu prendre Jamie Arnold par exemple ici, mais moi c'est pas le cas dans mon idée, dans ma draft. Jamie Arnold sera pris un peu plus bas, vous le verrez.
Et donc Seth Hernandez est le 3e joueur pris et il va du côté des Mariners. Et pour l'instant, ma mock draft doit faire les affaires, on va dire, des Colorado Rockies, parce qu'ils sont linked, si ils ont toujours la possibilité de le prendre, ils sont linked à Ethan Holiday depuis un long moment maintenant. Après, on verra bien, mais en tout cas, moi, dans ma mock draft, c'est justement Ethan Holiday qui tombe ici, le jeune frère de Jackson Holiday, le fils de Matt Holiday, je le rappelle, je pense qu'il était 7 fois All-Star notamment, etc., a été décrit donc par son grand frère Jackson comme étant meilleur que lui à son âge. C'est-à-dire que Jackson considère que Ethan Holiday est meilleur que lui au même âge. Si vous avez compris ce que je veux dire. Ethan Holiday, c'est un shortstop. Mais par rapport à sa construction et le fait que sa maturation physique va continuer à prendre, il est plutôt projeté à terme en 3e base. C'est un joueur qui va faire montre de puissance et en plus ce qui est noté souvent c'est que c'est sans faire de gros efforts additionnels. C'est-à-dire qu'il a vraiment un potentiel pour avoir une puissance très importante et très intéressante. Ce qui est marrant, c'est ce que j'avais noté d'ailleurs pour Jackson, c'était un peu la même chose, c'est qu'ils ont un peu loupé l'année de la draft, ils se sont un peu loupés entre guillemets. Depuis qu'ils sont annoncés comme potentiels joueurs draftés, l'année qui suit, que ce soit sur l'été ou le printemps suivant, ils ont toujours un peu plus de mal, les Holiday Brothers, on va dire. Donc il a montré notamment pas mal de choses qui ont peut-être raise quelques sourcils, désolé pour le franglisme là depuis quelques minutes. Mais tout ça pour dire que malgré ces petits problèmes, notamment lors de l'été dernier, il avait pas mal de swing and miss. Ça a été dit qu'il voulait peut-être en faire un peu trop, c'est ce que je disais notamment sur MLB.com sur la partie draft. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui, s'il n'est pas pris en première position, pour moi, descend pas au-delà de la 4e position, je pense. Ça dépend bien sûr des n'importe quoi, des franchises et de leurs besoins et de leurs stratégies. Peut-être qu'il y en a certaines qui se sont vraiment dites que de toute façon elles vont même pas l'avoir, donc elles continuent leur stratégie sur tel ou tel joueur et peut-être ça va le faire descendre un peu plus que cela, mais en tout cas c'est un top prospect et chez moi il arrive du côté des Rockies en 4e position. En 5e position, on a les Cardinals de Saint-Louis, qui eux aussi sont à un carrefour, puisqu'en termes de front office, en termes en tout cas de gens qui vont travailler un peu derrière l'équipe sportive pure, ils ont Chaim Blooms qui nous vient de Boston, et on le rappelle qu'il est derrière les drafts, notamment de Marcelo Mayer par exemple, donc plutôt joueur lycéen, Roman Anthony qui vient de commencer aussi dans les big leagues, plutôt joueur lycéen, etc. Mais normalement, il ne vient qu'à partir de cette fin de saison, quoi, après cette saison. Donc je ne sais pas si en termes de stratégie, ils vont déjà suivre un peu où il va pouvoir être, et c'est ce que je disais d'ailleurs sur ESPN, est-ce qu'il va être vraiment influenceur des décisions pour la draft ou non. Moi je pars du principe que non. Et comme on le sait, ils n'ont pas pris de joueurs lycéens, la saison dernière, la saison d'avant et la saison encore d'avant dans les top rounds de la draft. Ils ont beaucoup travaillé sur des joueurs plutôt universitaires et notamment pitchers, et j'ai envie de dire qu'ils vont continuer sur cette trace, puisque pour moi Jamie Arnold arrive ici. Il est donc sélectionné en 5e position de la draft. Il est récupéré par les Cardinals et ils ont donc avec Jamie Arnold l'un des meilleurs pitchers de la nation en termes de prospects sortant de l'université. Comme je l'ai dit, c'est clairement un joueur fastball slider first, même si c'est vrai que il a tenté de travailler sur une cutter, sur une change-up, etc., mais clairement, encore une fois, il est très impressionnant au niveau universitaire. Il a été très impressionnant la saison dernière en 2024 et encore cette saison en 2025. Il a des chiffres assez similaires entre 2024 et 2025 d'ailleurs. Ce qui est important de savoir, sa balle rapide, maintenant, elle peut arriver jusqu'à peu près 97-98 miles par heure, mais c'est clairement plutôt une balle rapide qui va être dans les mid 90, on va dire 93, 94, 95 miles par heure. Sa slider, c'est ce qu'il aime bien utiliser, une slider aux environs de 82, 83 miles par heure. Et puis, sa change-up est quand même développée de ce que je lisais un peu sur les différents sites de prospects, mais
personnellement, ça m'a pas sauté aux yeux, pour être honnête, hein. Je suis pas un scout ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas un pro là-dedans du tout, mais je veux dire, quand on regarde les matchs, c'est clairement fastball, slider first. Il a tenté de la cutter, il a tenté, voilà, donc cette change-up. Je me rappelle pas si ça a eu du succès ou non, pour être honnête, mais clairement, d'après les notes que je vois et plus moi mes souvenirs, c'est pas comme si ce sont des pitchs, hein, pour la cutter et la change-up, des pitchs vraiment déjà mis en place. En tout cas, c'est un des meilleurs pitchers universitaires encore une fois, surtout très régulier sur les 2 dernières saisons, peut-être un peu de mal aussi dans la durée. C'est ce que je disais aussi en préambule, dans la durée, et c'est ça qui peut causer quelques concerns, quelques problèmes pour pas mal de scouts et donc pas mal de front office et donc de franchise. C'est où le placer en fonction de ce qu'il va donner. Est-ce qu'il pourra toujours être un starter? Si oui, est-ce que ce sera plutôt un fin de rotation, milieu de rotation? Sinon, est-ce que ça devient un joueur, comme j'ai dit, un setup releveur ou un releveur un long releveur? Voilà, ça va être à lui de démontrer qu'il est capable de développer ces autres pitchs mentionnés pour ne pas être cantonné à ce rôle de one-two punch très intéressant, mais qui au niveau pro peut très vite être contraignant si vous êtes un starter notamment. Voilà, voilà. Ok, en 6ème position, on a les Pirates. Les Pirates. Et avec eux, c'est toujours un peu difficile de vous dire ce qu'ils vont faire, dans le sens où là, ils sont un peu à la croisée des chemins. Ils ont un joueur comme Paul Skeens, par exemple. Un joueur comme Paul Skeens qui leur permet de voir venir en termes d'ambition. Mais pour le moment, ils ne montrent pas beaucoup d'ambition. Maintenant, est-ce que la draft va refléter entre guillemets, ce manque d'ambition? Quand je dis manque d'ambition, c'est-à-dire ce manque d'envie de bouger les choses assez rapidement, en fait, pour pouvoir profiter de Paul Skeens dans les 2-3 années qui suivent et vraiment avoir une équipe construite forte. Et donc ça voudrait dire que on draft un potentiel qui est déjà un peu plus préparé, par exemple un potentiel universitaire, pour l'incorporer assez rapidement, le plus rapidement possible, en fonction de son développement dans l'effectif MLB. Ou alors est-ce qu'on continue à plutôt aller sur des hauts potentiels, notamment au niveau lycéen? Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont quand même pris des joueurs comme Booba Chandler, hein, on peut se rappeler. Moi, j'ai envie de partir avec ma première théorie, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt partir sur un joueur universitaire pour le coup. Et s'il y a un joueur universitaire que je vois bien les Pirates prendre ici, pour moi c'est Eva Arquette. Je sais qu'il y a pas mal ils sont pas mal linked à Ike Irish sur des mock drafts, mais pour moi c'est Eva Arquette, surtout s'il est encore disponible à ce moment-là. Puisque voilà, shortstop, très bien bâti, on va dire average défenseur au niveau shortstop, mais il pourrait aussi bouger de position s'il arrive dans les big leagues. Clairement, un très bon joueur, overall c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui vraiment, déjà à Washington et ensuite à Oregon State, a montré des choses, notamment au niveau athlétique, qui font saliver pas mal de personnes. Clairement, si on regarde de manière régionale, c'était le meilleur joueur de la zone ouest, et notamment la zone Pacifique ouest et nord-ouest. Il a assez de puissance sans avoir une puissance de fou non plus. Il a une propension à être discipliné quand il le faut, donc sa zone de contact est assez bonne. Même au niveau des choses que moi je connais moins bien, mais pour le coup c'est ce qui est noté parmi les scouts, c'est la partie swing et la fluidité de son swing qui apparemment est très bien notée, sa rapidité de batte aussi très bien notée. Donc normalement, voilà, c'est un joueur qu'on projette pour être un frappeur au-dessus de la moyenne. Maintenant, ce ne sera pas un frappeur de puissance. En termes de puissance pure, il n'est pas projeté pour être aussi haut que ça. Comme je l'ai dit, shortstop, c'est ce qu'il a été notamment à Oregon State. Je rappelle qu'avant à Washington, c'était plutôt un seconde base. Donc on va voir où est-ce qu'il va être amené à être développé, mais c'est un infielder complet. Ça serait pas étonnant de le voir revenir plutôt en deuxième base par exemple. À voir en fait, parce que c'est vrai que quand on draft un shortstop, on espère avoir des qualités défensives potentielles au-dessus de la moyenne pour cette position premium. Ce qui pour le coup avec Eva Arquette n'est pas forcément le cas. Mais il pourrait amener une batte de plus si tout se passe bien en termes de développement au niveau des Pirates.
et donc ça pourrait aussi aller dans cette fameuse timeline dont je parlais juste avant, qui est de pouvoir profiter, si c'est vraiment l'objectif, attention, hein, des belles années Paul Skins. Voilou. Passons maintenant en 7ème position. En 7ème position, on a donc les Marlins. Les Marlins qui nous ont quand même habitués, hein, à ne pas avoir peur à récupérer des joueurs lycéens à fort potentiel, notamment quand il s'agit de lanceurs. Là, je pense que pour le coup, vu ma mock draft et le fait que Seth Hernandez est déjà parti, je les vois bien prendre un joueur lycéen. Et quel joueur lycéen je les vois prendre? C'est tout simplement Eli Willits. Eli Willits, c'est l'autre gros prospect, enfin, pas le seul gros, parce qu'il y a pas mal de gros prospects lycéens, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle pas de Ethan Holiday, on parle assez rapidement de Eli Willits. Alors lui aussi, hein, plutôt dans la zone Oklahoma. D'ailleurs, je pense que ce qui est marrant, c'est que Ethan Holiday, si jamais il décide de suivre son commit universitaire, ça serait pour aller à Oklahoma State. Oklahoma State, qui est entraîné d'ailleurs par Josh Holiday. Bref. Eli Willits, lui, si il poursuit son commit, si j'ai pas de bêtises, ça serait pour aller du côté de Oklahoma, donc les rivaux. Donc voilà, c'était le petit instant, rivalité, on va dire. Clairement, c'est aussi là forcément un gros prospect. Shortstop, c'est surtout un switch hitter. Alors il n'y a pas de puissance pour l'instant, c'est pas un joueur de puissance, on verra comment il se développe ensuite. Mais c'est un joueur qui a, au niveau de sa batte, en termes de contact, un très fort potentiel déjà démontré. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que contrairement à Ethan Holiday, il n'a pas forcément déçu. Il n'a pas forcément déçu sur la saison proche de sa draft. Ce qui est intéressant aussi, il faut le savoir, il est très jeune. Quand la draft va avoir lieu, il n'aura toujours que 17 ans et je pense 7 ou 8 mois, quelque chose comme ça. Donc comme je l'ai dit, switch hitter, il est très bon à la batte, son approche de la batte. Comme je dis, pas de puissance pour l'instant. Le truc c'est que quand on a un joueur qui est aussi proéminent en termes de contact, en termes de discipline à la batte, et qu'en plus au niveau de son bras, au niveau défensif, hein, la puissance de son bras au niveau défensif c'est déjà très intéressant. En plus de ça, il a une très bonne vitesse, il couvre pas mal de zones en tant que shortstop. Du coup il a une position premium qu'on pourrait le voir continuer à garder même dans le futur, et du coup ça fait de lui vraiment un top prospect, et ça pourrait donc être, et c'est selon moi un prospect qui va de pair avec nos amis les Marlins. Voilou. En 8ème position, on a donc les Blue Jays. Les Blue Jays, de ce que je lisais, ils sont souvent associés à des joueurs lycéens, notamment cette classe de shortstop. On a déjà parlé de quelques-uns, vous en avez entendu parler là juste avant. Et je vais continuer sur cette lancée. Et pour moi, il y a une bagarre entre deux joueurs lycéens, c'est Billy Carlson et Jojo Parker. Alors, pour moi, je vais dire qu'ils vont prendre Billy Carlson. Il est un peu plus coté si on regarde vraiment les prospects et l'ordre des prospects. Mais voilà, ils sont très proches en termes de ce qu'on attend. Ça veut pas dire qu'ils ont les mêmes zones où ils sont bons et les mêmes zones à améliorer. C'est plus dans le global, là où on les attend. Billy Carlson, il fait partie de cette ce lycée de Corona en Californie, qui a beaucoup fait parler de lui, puisque ce lycée, c'est le lycée de Seth Hernandez également, et c'est surtout un lycée qui a réussi à gagner le National High School Invitational en 2024. Donc, c'est le genre d'événement qui vous met sur une carte. Alors, faut le savoir, Carlson, c'est un joueur qui, par ses aptitudes physiques et athlétiques, il impressionne, et par son potentiel défensif, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, en termes de puissance de bras, pour lancer, et en termes d'action défensive, est déjà coté très haut par certains scouts. C'est clairement là où on le trouve le plus avancé. Au niveau de sa batte, c'est quelqu'un qui est plutôt bon, sans être génial pour l'instant. Ce que je disais, c'est notamment qu'il a une belle vitesse de batte, ce qui est intéressant. Maintenant, il va falloir un peu plus de discipline, et il va falloir aussi voir quel type de batteur on a. Est-ce que c'est un batteur qui se développe en tant que contact first, ou est-ce que c'est un batteur qui pourrait, avec sa progression, sa maturation physique, peut devenir une menace en termes de puissance. C'est là que la question se pose.
En termes d'athlétisme et de vitesse, ça se pose aussi là, c'est-à-dire que c'est un très bon potentiel runner sur base, même si on l'a vu très bon en termes de vitesse, défensivement et pas forcément offensivement, il faut bien comprendre ça également. En tout cas, c'est lui que je vois à cette position-là, et on va sans transition passer du côté des Reds en 9ème position, puisque du coup, je les vois prendre l'autre profil, Jojo Parker. Jojo Parker, un autre shortstop encore une fois. Pour le coup, lui à la batte, il y a des choses qui sont très 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 intéressantes. Et surtout, Jojo Parker, il faut en parler, c'est l'un des 2 jumeaux Parker, parce que je sais pas si vous avez suivi, moi j'ai suivi ça grâce au draft combine, comme je suis pas trop les joueurs lycéens. Mais il y a donc Jojo Parker et je pense que c'est Jacob Parker. Jacob est lui outfielder alors que Jojo est donc shortstop. Et ils sont tous les deux des prospects pour cette draft, jumeaux, etc. etc. Si son jumeau, Jacob, on va juste parler de ça pour l'instant, c'est quelqu'un qui, en termes de puissance brute, est le plus puissant. Il est d'ailleurs un peu plus costaud, un peu plus grand que son frère. Jojo, c'est celui qui amène le plus de choses en termes de choses intéressantes au niveau de la batte. Par exemple, en termes de sa capacité à frapper, il est meilleur. Au niveau athlétique aussi, on trouve qu'il est quand même meilleur que son frère. En termes de puissance, il y a déjà des choses intéressantes et qui pourraient se développer. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour lui. C'est-à-dire que pour le coup, en termes offensifs, contrairement à Billy Carlson, il paraît bien avancé déjà. Maintenant, il a aussi une bonne puissance de bras. Par contre, de ce que j'avais lu, quand on parle de partie rapidité par exemple, ce qui est assez important pour un shortstop, c'est plutôt moyen. Et au niveau défensif en général, ça a été plutôt moyen. Donc, de ce que je disais notamment sur les rapports MLB, on le voit bien bouger dans un corner, sur un des diamants et pas au niveau, sur un des corners et pas au niveau shortstop. On pense notamment à la 3ème base, mais il pourrait aussi être 2ème base à terme. Il a assez de potentiel offensif de toute façon pour pouvoir être intéressant même à ce niveau-là. Donc voilà. Et d'ailleurs, à noter au passage, je finis rapidement avec les jumeaux Parker, ce sont des purs produits du Mississippi, leur high school Purvis est dans le Mississippi, et surtout, si jamais ils décident de suivre leur commit, ils committent dans la même fac, donc ils iraient jouer pour le même entraîneur dans la même fac, c'est-à-dire Mississippi State qui a récupéré bien sûr Brian O'Connor, l'un des meilleurs coachs de notre époque. Voilà pour Jojo Parker du côté des Reds en 9ème position. On termine notre top 10 avec cette 10ème position et j'ai lu différentes choses. C'est ça qui est assez compliqué avec les White Sox, c'est que j'ai lu différentes choses. Il y a des rapports qui expliquent qu'ils pourraient plutôt aller vers des joueurs lycéens, et notamment pourquoi pas des lanceurs lycéens qui récupéreraient dans une stratégie où ils pourraient récupérer par exemple un joueur un peu en dessous de la position à laquelle il est plutôt attendu, ou un peu au-dessus plutôt si vous préférez, c'est-à-dire un joueur qui devrait arriver plus tard mais qui est récupéré plus tôt, qui prendrait moins d'argent dans le bonus pool pour pouvoir le donner plus en fait sur leur 2ème choix de draft. Bref, moi je vais pas prendre trop ce genre de choses en considération, je vais faire ma mock draft vraiment de manière je suis un gem qui n'a pas toutes ces considérations-là à penser pour être honnête. Ça sera plus simple pour moi et du coup, de mon côté, je les vois bien prendre un lanceur certes, mais plutôt un lanceur universitaire, et ça pourrait faire sens vu le potentiel qu'il a, c'est Kyson Witherspoon. Alors, Kyson Witherspoon, lui aussi c'est marrant, on vient de parler de jumeaux avec les jumeaux Parker, lui aussi il a un jumeau, Malakai Witherspoon. J'en ai parlé souvent lors des podcasts parce qu'ils ont tous les deux joué à Oklahoma. Kyson c'est clairement le jumeau le plus talentueux, au plus gros potentiel, même si dans la vie on ne sait pas comment ça va continuer. Alors, c'est simple, lanceur droitier, il a 20 ans, il va avoir 21 ans après la draft. Depuis ses années lycéennes, il est bien scouté quand même, puisque dès 2022, je pense que les Diamondbacks ont essayé de le récupérer au 12e tour de la draft de mémoire. Faudrait revoir parce que j'avais lu dans un des rapports, je sais plus si c'est MLB ou ESPN, mais bref. Kyson, ou alors peut-être c'était plutôt son frère pour le coup. Bref,
ne vous inquiétez pas avec cette histoire, je vous raconte des histoires à chaque fois, mais soit lui, soit Malakai avaient été récupérés au 12e tour de 2022 par les Diamondbacks, et les Diamondbacks avaient essayé de signer donc l'un des deux euh, avec un peu plus d'argent pris du bonus que prévu pour un tel tour, mais bref. Kyson, vraiment, ça a été un joueur impressionnant. Vraiment, vraiment, vraiment impressionnant, que ce soit en JUCO ou au niveau Oklahoma. Lanceur droitier, donc comme j'ai dit, c'est un joueur qui a déjà une fastball très bien, voilà, très bien, comment je peux dire ça, très bien ancrée. Il a aussi une curveball, une cutter, une slider. Tous ces pitchs là sont déjà très très bien avancés hein, pour un joueur aussi jeune. Sa fastball, pour en parler un peu plus, c'est plutôt milieu des 90 miles par heure, par exemple 94-95, mais il a déjà réussi à lancer jusqu'à 99. Sa slider est plutôt dans les 85-86 miles par heure. Et surtout, il a cette cutter. Et il aime bien mixer entre la cutter et la slider pour vraiment tromper les joueurs adverses. Cette cutter est vraiment dévastatrice quand il arrive à bien la placer, bien la set-up, si on veut parler un peu en franglais. Sa curveball aussi a montré de fort beaux progrès, donc vraiment, voilà, on a 4 vrais pitchs intéressants. Le truc, c'est que il a un dernier pitch qui est pour le coup en travaux, on va dire, c'est sa change-up. Très clairement, si vous voyez des highlights et si vous l'avez vu jouer, par exemple, cette saison, la change-up, vous l'avez très rarement vu. C'est un joueur aussi qui est très athlétique pour un pitcher. Donc ce genre de choses, ce genre de métriques aussi que les scouts aiment bien regarder. Et donc pour moi, il termine ce top 10 en étant sélectionné en 10e position par les White Sox. Voilà, on a eu notre top 10, j'ai essayé de donner beaucoup de détails. Et maintenant, à partir du 11e choix jusqu'à la fin de ce premier tour, on va essayer d'aller quand même un tout petit peu plus vite pour que ça reste digeste. Je prends une petite pause aussi, je vais aller boire de l'eau et je reviens. A tout de suite. 1951 October the 3rd was my most exciting day when the Bobby Thompson hit the historic home run heard around the world. Alors, en 11e position, les A's, vous l'avez vu, rien que là avec cette saison avec Jacob Wilson qui donc est All-Star et c'est plus que mérité sur ce qu'il fait. Et ce qui est marrant d'ailleurs, il fait exactement ce qu'il faisait au niveau collège, comme si que ce soit le collège au MLB, sa qualité première restait la même, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de problème de transition entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un frappeur très 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 bon, très discipliné, très patient, qui connaît bien sa zone, qui est très difficile à strike out, comme vous pouvez le voir dans ses stats. Si vous allez regarder les stats, et j'en avais parlé à l'époque où il a été drafté bien entendu, en 2023, c'est impressionnant. Ce joueur-là est impressionnant par sa qualité à la batte. C'est pas le joueur de frappe de puissance, donc c'est clair que si vous voulez du home run, il faudra repasser, même si c'est quand même étoffé, le monsieur. Mais vraiment, Jacob Wilson, il est un peu en train de highlight toutes ces générations de draft depuis 2021 de joueurs universitaires qui ont bien collé à l'identité des A's et qui sont en train de faire leur trou. Là, cette saison, on rappelle qu'en 2024, ils avaient récupéré Nick Kurtz, très haut. Et Nick Kurtz, il est déjà en train de jouer en Ligue majeure. Gage Jump, le lanceur, ancien lanceur de LSU également, qui est dans les parages. Tommy White, ancien joueur de LSU, peut-être le meilleur joueur de LSU lors des College World Series, en termes de joueurs de line-up, on s'entend. Donc ils ont vraiment réussi cette trend de récupérer des joueurs universitaires. Ils ont réussi donc à bien faire travailler. Maintenant, quel joueur universitaire? C'est ça la question. Quel joueur universitaire on les verrait prendre? Moi, j'hésite entre deux joueurs pour eux. J'ai Brandon Summerhill, l'outfielder star de Arizona, qui a fait une énorme saison, ou Ike Irish, le receveur d'Auburn, qui a aussi fait une très bonne saison. Il y avait une troisième wildcard pour moi, c'était Weiwa Aloy, le College Spikes winner, c'est-à-dire celui qui a récupéré le trophée de meilleur joueur universitaire, ou on va dire amateur, de la saison 2025. Mais je vois sur pas mal de mock draft qu'il est quand même vu plus bas, donc c'est intéressant. Moi, je vais partir justement avec... comment il s'appelle je viens d'en parler. Ike Irish, waouh, j'ai eu un petit trou. Donc Ike Irish, très rapidement...
receveur de son état. Il peut aussi jouer dans l'outfield. C'est un joueur qui, au niveau offensif pour un receveur, est très intéressant. Surtout qu'il a amélioré chaque saison son approche à la batte. Un joueur aussi qui a assez de puissance à la batte. Donc ça pourrait être ce genre de receveur un peu offensif. Bon, je vais pas dire que c'est un Cal Riley, parce que tout le monde parle de Cal Riley en ce moment, mais c'est peut-être pas ça, on verra bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà l'un des meilleurs receveurs, prospect receveur. Et vous savez que la position de receveur, c'est toujours une position premium. Défensivement, il y a du bon et du moins bon, mais il est quand même assez solide. Il y a des choses à développer. Et offensivement, il y a déjà des bases très intéressantes pour au moins être diamant brut à polir. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est intéressant pour les A's à cette position de receveur. Et c'est pourquoi, pour moi, les A's récupèrent Ike Irish en 11e position. Les Texas Rangers en 2e position sont assez souvent linked avec Kaysen Cunningham, surtout si Jojo Parker n'est plus présent. Et dans ma mock draft, pour le coup, il n'est plus présent. Et donc, Kaysen Cunningham, shortstop, mais a priori, de ce que j'avais lu, il serait plutôt possible qu'on le voit à terme transitionner vers la seconde base. C'est un joueur en termes de... Vous savez ce qu'on appelle les pure hitters, c'est-à-dire les frappeurs qui sont vraiment très bons. Justement, on a parlé de Jacob Wilson il n'y a pas longtemps. Je dis pas que c'est un Jacob Wilson, mais c'est dans cette veine-là, sur son potentiel, sur ce qu'il a montré au niveau lycéen. Notamment, je sais que ce que j'avais lu sur MLB.com, il avait joué avec Team USA, vous savez, Team USA des jeunes, pour les qualifications à la Coupe du Monde des 18, des U18 on va dire, et il avait notamment réussi à garder une moyenne à la batte de .417. Alors je sais que ça veut tout et rien dire à ce niveau-là, mais ça veut montrer par rapport aussi à toute son approche. Il a une approche très mature, il a surtout rarement des mauvaises décisions en termes de swing. Ça tend à montrer que c'est un joueur qui est potentiellement un joueur très difficile à strike out, qui en plus se bat sur base. Il est capable de courir et de couvrir de la zone sur base, de perturber la défense adverse par son jeu sur base. Donc on associe à ça aussi une puissance de bras très intéressante. Il est shortstop, ça peut aider, mais comme on explique que son côté athlétique pur n'est pas si élevé que ça, cette idée de shortstop n'est peut-être pas la meilleure. Il devrait certainement transitionner vers la seconde base, mais en tout cas il a été link avec Texas depuis un moment, donc moi je ne vais pas prendre de risque et je vais mettre Kaysen Cunningham en 14e position, donc du côté j'ai dit en 14e position, en 12e position du côté des Rangers. Pour les Giants, du nouvel homme fort dans le front office, Buster Posey, après avoir été l'homme fort sur le terrain. Difficile à dire, on va voir justement quelle est sa stratégie, qu'est-ce qu'il compte mettre en place, est-ce qu'il va tenter des choses et proposer une nouvelle stratégie de draft, voilà, une nouvelle tendance, on verra. Moi je pars du principe que de toute façon on peut pas trop savoir avant que la draft arrive, donc je pars du principe qu'il va jouer la sécurité en termes de talent et plutôt partir sur un joueur universitaire. Si c'était un lanceur, moi je vois peut-être pas un lanceur pour le coup, mais si c'était un lanceur j'allais pourquoi pas tenter Tyler Bremner ici, mais je pense que ça sera plutôt un joueur de line-up. Et je pense que je vois bien les Giants récupérer Weiwa Aloy ici. Donc Weiwa Aloy, très rapidement, je rappelle, Golden Spikes, shortstop du côté d'Arkansas, une saison exceptionnelle. Physiquement, athlétiquement, très intéressant, impressionnant. Au niveau offensif, pour un shortstop, il montre une grosse puissance à la batte, ce qui peut être très intéressant. C'est vraiment ce fort potentiel puissance. En termes de discipline, c'était pas mal. Je vais pas dire que c'est forcément le meilleur des meilleurs, mais c'est pas mal. Il a plus d'upside en termes de puissance qu'en termes de discipline à la batte. Maintenant, est-ce qu'il est toujours projeté comme shortstop même après sa draft, et en termes de développement, ça j'ai pas pu le regarder, mais normalement je pense que c'est quand même un joueur qui peut rendre des services au niveau shortstop sur ce qu'il a montré au niveau universitaire, parce que d'ailleurs en termes de maturité physique, il a l'air déjà bien là et bien présent. Donc très intéressant. C'est un joueur au parcours universitaire qui est très intéressant également quand on regarde bien. Et en tout cas, voilà, moi je vois bien les Giants récupérer le Golden Spikes 2025, Weiwa Aloy, avec leur tour de draft en 13e position.
Allez, on passe aux Rays. Les Rays qui ont 25 000 pics et qui du coup ne m'aident pas. Je rappelle, les Rays, ils ont le pic numéro 14, le pic numéro 37, le numéro 42, le numéro 53, le 67 et le 86. C'est-à-dire que sur ce premier jour, on va dire, de draft, ils ont de quoi faire. Ils ont aussi un bonus pool qui est quand même à noter, 16 699 400 $, donc il y a de quoi faire. Donc on va voir la stratégie. Donc là c'est très difficile à vous donner, franchement, ils mettent pas beaucoup ces fameux Rays. Parce qu'ils pourraient aller dans toutes les directions, sachant que comme j'ai dit, comme ils ont plusieurs pics, ils pourraient pourquoi pas reach des joueurs très intéressants avec les pics 37-42, des joueurs qui veulent vraiment, par exemple j'ai vu qu'ils étaient pas mal link avec des joueurs lycéens. J'ai vu notamment le frère de Jojo Parker, Jacob Parker, mais aussi Mason Ligenza, Dean Moss, si je me rappelle bien, il y en a d'autres. Si on regarde côté joueurs universitaires, on a de l'outfielder potentiellement. On parle de Brendan Summerhill, on parle de JC Laviolette. Du coup, je vais prendre Brendan Summerhill, l'outfielder d'Arizona, qui a fait une énorme saison. C'est un joueur honnêtement qui est très très costaud, très très bon. De toute façon, si c'est un premier tour, j'ai envie de vous dire, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est forcément un joueur à très fort potentiel. C'est un joueur surtout, on va dire, c'est plus un pure hitter, comme j'avais dit tout à l'heure, qu'un frappeur de puissance. Même si cette saison, il a quand même montré de plus en plus de choses intéressantes au niveau de la puissance. Ce qui est intéressant, c'est que défensivement, il est très bon. En tout cas, sur cette saison universitaire, il était plutôt très bon. Il a notamment une puissance de bras, une course, un côté athlétique très intéressant, en plus à développer. Il peut jouer dans les différentes positions de l'outfield, même si c'est vrai que on l'a vu transitionner left field, right field du côté des Wildcats d'Arizona. On verra bien où il est mis plus tard, mais en tout cas, c'est un joueur très très intéressant. C'est vrai qu'à partir de ses positions de mi-premier tour de draft, ça peut aller dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de prospects, notamment des joueurs dont je vais parler peut-être que j'aurais pas dans mon premier tour de mock draft, mais qui pour moi pourraient très bien être appelés à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, les Rays, après délibération au sein de moi-même, et ils vont pick Brendan Summerhill. En 15e position, nos amis les Red Sox sélectionnent Gavin Killen, le l'infielder, on va dire, parce qu'il avait commencé shortstop du côté de Louisville, mais à Tennessee, c'est en deuxième base qu'on l'a vu le plus souvent. Clairement, première saison à Louisville, au sortir du lycée, plutôt compliqué, alors qu'on l'attendait comme un très haut freshman en ACC à l'époque. Puis ensuite, il a sa breakout season, la saison 2024, où là, il est très bon. C'est peut-être pas le joueur dont on parle le plus, parce que à Louisville, en termes de saison collective, ça ne se passe pas bien, mais lui, montre ce dont il est capable. Et ensuite, il décide de transférer donc à Tennessee, où à Tennessee va devenir clairement quasiment le go-to guy jusqu'à une première blessure qui va le freiner dans son élan. Ce qu'il a montré, même s'il n'a pas pu jouer toute la saison, mais il a joué quand même, il est revenu après en fin de saison, ce qu'il a réussi à montrer, c'est des choses très intéressantes. C'est peut-être pas en termes de prospect pur le meilleur prospect sur tous les prospects en soi, mais c'est un joueur qui en termes de discipline à la batte est devenu très 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 bon. C'est vraiment encore une fois une sorte de pure hitter comme on dit. C'est pas un joueur qui va démontrer de la puissance à la batte, il a quand même frappé quelques home runs cette saison, mais c'est pas là-dessus qu'on l'attend. On l'attend pour frapper, arriver sur base, travailler sur base. Maintenant, clairement, c'est un joueur qu'on va avoir plutôt en seconde base. Comme j'ai dit, il avait commencé shortstop à Louisville, mais très rapidement, on a vu que ça sera un défenseur de seconde base. D'ailleurs, en seconde base, il est très très intéressant, très très bon. Un bon bras, une belle rapidité. C'est pas comme j'ai dit, le stand-out prospect, mais c'est un prospect très sérieux et surtout qui a prouvé au plus haut niveau universitaire qu'il était capable presque d'être un leader offensif d'une équipe malgré ses lacunes de puissance, ce qui prouve qu'on peut être offensivement très bon sans avoir besoin de frapper de home run à tout va. Et c'est pourquoi les Red Sox, pour moi, sélectionnent ce joueur, Gavin Killen. En 16e position maintenant, nous avons les Minnesota Twins. Là aussi, c'est toujours un peu compliqué à choisir, puisqu'ils sont souvent link à un shortstop, notamment un shortstop lycéen. Là, j'en ai deux très clairs qui pourraient tomber ici, c'est Steele Hall
et Daniel Pierce, mais moi je vais partir avec Daniel Pierce. Steel Hall, on va en reparler certainement un peu plus tard. Daniel Pierce, shortstop de son état du côté de la Géorgie, à Mill Creek. C'est un joueur, si on compare à Steel Hall, puisque je viens d'en parler, qui en termes de batte, notamment de discipline, d'approche à la batte, est plus avancé. Il a aussi un an de plus, au passage, parce que Steel Hall, il s'est reclassifié, mais il a que 17 ans à l'heure où on parle. Il aura 18 ans mais dans cette année, mais il a que 17 ans à l'heure où on parle. Donc bref, je m'égare un peu. Daniel Pierce, il a une... Voilà, c'est le... À pareille époque, là, maintenant, c'est le joueur qui est un peu plus confirmé en termes de qualité offensive, notamment à la batte. C'est un joueur aussi qui, en termes de rapidité, en termes de puissance de bras, est très intéressant. Il couvre pas mal de champs en tant que shortstop, c'est très intéressant. Il est au moins un bon défenseur en termes de shortstop, très simplement. Le truc qui est un peu en dessous, mais souvent par shortstop, c'est pas rédhibitoire, c'est sa puissance de frappe, puissance à la batte, c'est plus bas, mais s'il montre cette régularité, cette approche, cette discipline à la batte qu'il a réussi à montrer au niveau lycéen, on a clairement là un top prospect, et c'est bien pourquoi je vois bien les Twins récupérer Daniel Pierce en 16e position. Partons du côté de Chicago, du côté des Cubs. En 17e position, je les vois récupérer JC Laviolette. On va faire vite. Il y a plein de choix possibles. On les a vus récemment prendre des joueurs justement comme Macho, dont on a parlé un peu plus tôt, l'ancien de Maryland. Cam Smith, même si vous savez, Cam Smith est parti du côté de Houston dans le trade par rapport à Kyle Tucker. On les a vus aussi en termes de lanceurs. Prendre des lanceurs comme Cade Horton par exemple, qui sont très intéressants. Maintenant, pour moi, c'est JC Laviolette. Pourquoi ? Puisque je lisais un article qui est très intéressant. Là, en ce moment, ils ont l'un des meilleurs outfield de la NL, puisqu'ils ont Kyle Tucker, Pete Crow-Armstrong et Ian Happ. Ian Happ est peut-être un peu en dessous, forcément, mais c'est un joueur qui reste très solide, un vétéran. Après, ils ont Kyle Tucker qui est en mode MVP, ils ont Pete Crow-Armstrong qui est en mode MVP. Donc voilà, ils ont deux très forts joueurs, mais il faut le savoir, Tucker peut devenir free agent dès la off-season qui arrive. Et vu ce qu'il est en train de montrer, c'est un joueur qui va certainement demander un très très gros contrat. Happ, de son côté, il sera free agent en 2026. Donc, pourquoi ne pas lier ou allier l'utile à l'agréable en essayant de récupérer un joueur comme JC Laviolette, qui est certes un diamant brut, qui a montré des choses athlétiques incroyables, qui a montré une puissance brute en termes de batte, en termes de lancer aussi avec son bras, incroyable. C'est vraiment ce diamant brut en fait très très fort qu'il va falloir réussir à polir, notamment en termes d'approche à la batte, parce que quand on regarde son approche à la batte, c'est là où le bas blesse. En puissance, voilà, c'est clairement certainement le joueur qui a le plus de puissance dans cette draft, en tout cas dans cette draft en général, et puis dans ce premier tour dont on parle. C'est un joueur, encore une fois, puissance de bras au lancer, c'est très bon. Athlétisme, la course, speed, tout ça, c'est très bon. C'est un joueur qui peut jouer center fielder. C'est vraiment un très très fort prospect. Son seul problème pour moi, et c'est le principal problème qui fait qu'il a chuté notamment, il n'a pas montré de véritable progression à la batte de manière consistante. Quand je dis progression à la batte, c'est dans la discipline, dans l'approche, dans le contact. Des problèmes de swing decisions, comme on dit. Donc, au plus haut niveau, ça peut être vraiment rédhibitoire. Voilà. On veut pas d'un Joey Gallo. Désolé pour la balle perdue. C'est un peu méchant. Mais voilà. Ça a été compliqué parce que déjà en termes de moyenne à la batte par exemple, je sais que c'est pas la stat qu'on regarde le plus, mais moyenne à la batte au niveau universitaire, ça a chuté à .258 là cette saison avec Texas A&M, même s'il a frappé quand même pas mal de home runs, c'est quand même pas bon quand on sait qu'on est au niveau universitaire. Donc voilà. Voilou, dans tous les cas, je vois bien prendre un outfielder et donc ça serait JC Laviolette du côté des Cubs. Pour Arizona, on a une problématique qui s'ajoute en fait au fait qu'ils ont le pick 18, ils ont également le pick 29. Et on sait que on parle beaucoup de Slater DeBrun, le jeune lycéen, mais je me pose la question, est-ce qu'ils vont pas tenter de récupérer un Slater DeBrun ou un autre joueur lycéen avec le pick 29 et s'assurer un joueur universitaire qu'ils pourraient récupérer à cette position-là. Et quand on sait comment ils ont un peu recruté ces dernières saisons en termes de draft, moi je les vois bien partir avec Caden Bodine, finaliste bien sûr, le receveur de Coastal Carolina, donc finaliste en termes de NCAA,
un très très bon receveur, vraiment une très grosse saison de sa part. Si vous voulez une comparaison entre lui et Ike Irish, je dirais que Ike Irish est peut-être un peu plus poli en termes de prospect au niveau receveur. Par contre, ce qui est intéressant avec Caden Bodine, c'est un très très bon frappeur en termes de moyenne, en termes de discipline. Là où je dis qu'il est moins poli par exemple qu'un Ike Irish, il va apporter beaucoup moins de puissance. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qu'on va voir frapper beaucoup de home runs. Pareil en termes de qualité athlétique et de qualité qu'on va demander derrière, notamment vous savez, pour lancer la balle, pour attraper des joueurs tentant de voler des bases par exemple, c'est peut-être pas le meilleur. C'est quelque chose qu'il a encore besoin de travailler. Par contre, en termes de framing, il est très bon. Va falloir voir aussi d'autres aspects de cette partie de receveur, parce que vous savez que c'est un poste très cérébral, un poste premium dans tous les cas. Dans tous les cas, ça reste un très bon receveur, c'est notamment le deuxième gros receveur de cette QV, peut-être à égalité avec Luke Stevenson. Et moi, je vois donc bien sûr les Diamondbacks le récupérer en 18e position. Ok, là aussi on va avoir un problème, c'est avec les Orioles. Les Orioles, ils ont aussi pas mal de drafts, pics sur ce premier jour de draft, puisque rien que au premier tour, ils ont le 19, mais dès la suite, en termes de compensation ou de competitive balance, etc., ils ont le pic 30, ils ont le pic 31 également. Donc avec tout ça, ils peuvent jouer un peu. Ils ont aussi un bonus pool de 16 513 100 $, donc c'est un des meilleurs pools, même s'ils partent de plus bas en termes de draft position. Et du coup, c'est un peu difficile de savoir quelle va être leur stratégie, parce qu'ils pourraient un peu faire comme pas mal d'autres équipes, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt sur un joueur universitaire, ici, pour être sûr de l'avoir, et après dans les pics 30-31 ils récupèrent des joueurs lycéens à fort potentiel, parce qu'on les a vus aussi pas mal link à des joueurs comme Xavier Nayens par exemple, ou alors comment il s'appelle, Gavin Fien, je sais pas comment on dit exactement. Il y a eu beaucoup de joueurs auxquels ils ont été ajoutés, que ce soit au niveau lycéen ou au niveau universitaire. Là, moi, je vais tenter une petite cote parce que je vais pas les mettre avec un joueur qui est l'un des joueurs les plus cités à leur côté. C'est Marek Houston. Marek Houston, shortstop de Wake Forest, très très bon joueur. C'est clairement l'un des meilleurs prospects de cette draft. C'est un joueur, on va dire, qui est bon partout en fait. Il est très bon partout. C'est pas forcément en termes c'est peut-être pas le joueur qui a la plus grande puissance, non, loin de là, c'est pas un joueur de puissance. C'est un joueur qui est capable de montrer des choses intéressantes, mais pas élite en termes de frappe, de contact. C'est pas un pure hitter, comme on a dit. C'est un joueur qui est bon en termes de vitesse, c'est peut-être pas non plus le joueur le plus rapide. Par contre, c'est un joueur en termes on va dire de fielding, de défense en global qui est très bon. Donc comme j'ai dit, des qualités on va dire assez moyennes, mais il fait tout très bien en fait. Et c'est vraiment ce genre de joueur, surtout avec une position premium comme shortstop. Quand vous savez que c'est un joueur très bon défensivement shortstop, vous voulez pourquoi pas vous enticher de ce genre de joueur. Ce qui est marrant, c'est qu'il va pas trop avec les profils de draft de ces dernières saisons des Baltimore Orioles, qui prennent beaucoup de joueurs athlétiques en général. Là, je tente Marek Houston. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort, mais pour moi, Baltimore le prend en 19e position. Une autre équipe qui est casse-tête, c'est les Milwaukee Brewers, parce que Milwaukee Brewers, vous le savez certainement, ils ont une façon de drafter qui est assez spécifique. Ils vont beaucoup sur des joueurs, pour faire simple, je vais vulgariser, mais sur des joueurs un peu underrated. Et ils arrivent toujours à trouver de la valeur sur des joueurs qu'ils vont recruter sur des tours plus loin en fait. Des tours par exemple 6e, 7e, 8e, 9e, 12e, 13e, 14e, etc. Tours. Là, cette saison, on a vu par exemple Jacob Misiorowski qui avait notamment fait un duel de pitcher-starter, lui qui est rookie, si je dis pas de bêtises, face à Paul Skeens, je cherchais, et qui s'en était très bien sorti. Lui pour le coup c'était un second tour, si je dis pas de bêtises. Mais à part ça, les joueurs dont on parle souvent dans leur farm system, c'est des joueurs qui ont vraiment été récupérés plus loin en général.
Donc là, l'idée, sachant qu'ils ont eux aussi pas mal de pics, hein, ils ont le numéro 20 et le numéro 32 par exemple dans les tours qui sont assez proches, c'est difficile un peu de voir quelle est l'idée pour eux. Moi, je dirais que je vais faire simple. Je vais faire simple. Comme je sais pas trop, je vais partir sur Gavin Fien, qui aurait pu être link avec les Orioles par exemple, mais que moi, je vais mettre ici en 20e position avec les Brewers. Maintenant, si c'est pas lui, je serais pas du tout étonné. Il pourrait me donner tort en allant récupérer un Gage Wood. Par exemple, Gage Wood qui est en train de monter grâce notamment à ses performances ou sa performance historique au College World Series là récemment. Mais son coéquipier, Zach Root, également est souvent noté côté Brewers pour tout ce qui est bras, on va dire, pour tout ce qui est lanceur. Mais après, il y a d'autres joueurs dont on parle beaucoup plus loin normalement, mais qui sont link aux Brewers pour pourquoi pas être même récupérés assez tôt. On verra bien. Moi, en tout cas, c'est Gavin Fien qui vient dans ma tête, parce que je vais la jouer safe, entre guillemets, sachant que je ne sais pas du tout, pour le coup. Aucune trend, aucune annonce, aucune... Voilà, pour le coup, j'ai aucun lead pour vraiment vous dire qu'est-ce que je pense de ce que les Brewers vont faire. Mais ça serait Gavin Fien pour moi. En 21e position, nos amis les Astros qui... voilà, hein, ils peuvent faire partir des joueurs, récupérer des joueurs et toujours être dangereux en ligue majeure. Eh bien, ces derniers vont recruter, selon moi, hein, ils vont drafter selon moi Xavier Nayens, le troisième base lycéen hein, de Mount Vernon High School. Alors, très très rapidement, Xavier Nayens, on entend de plus en plus parler de lui, et il est souvent associé justement à ces derniers, donc ça pourrait faire sens. C'est un joueur qui est un troisième base, comme je l'ai dit, qui fait déjà montre d'une puissance, hein, une puissance brute vraiment très intéressante. C'est là où il est mieux noté en général. Il a une puissance de bras en termes de lancer aussi très bonne, très intéressante. Et même en termes de batte, on va dire en général, en termes de frappe hein, à la batte, il est quand même bien noté, bien coté. Peut-être pas le plus élite, mais on parle quand même d'un joueur qui est potentiellement élite justement à ce niveau-là. Donc imaginez, si c'est un joueur qui est capable de swing de manière intéressante, qui en plus de ça a une puissance vraiment très 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 haute, potentiellement, qui a une puissance de bras aussi très bonne, surtout qu'il est dans le hot corner, pour retirer des joueurs en première base, hein, pour assister hein, un put-out en première base, c'est très intéressant. Alors, là où il est moins bon, c'est peut-être en termes de vitesse, on va dire, mais c'est pas forcément, voilà, pour un joueur aussi jeune, potentiel qu'on va devoir développer, c'est pas un risque en soi, donc je vois bien Houston le récupérer en 21e position. En 22e position, on a les Braves, et pour moi, entre guillemets, ça veut pas dire qu'ils vont le prendre, mais ça me paraît plus facile de voir un peu les profils qu'ils pourraient prendre. Pour moi, j'ai envie de les voir récupérer la sensation de ces derniers mois en termes de pitching universitaire, c'est bien sûr Gage Wood. Gage Wood, je le rappelle, on en a parlé en long et en travers, puisqu'il a réussi à lancer le troisième no-hitter dans l'histoire des College World Series, ce qui n'est pas rien. Il avait notamment réussi à strike out 19 batteurs, et un malheureux hit by pitch l'a empêché de réussir le premier perfect game en fait hein, de l'histoire des College World Series. Donc tout ça c'est dit, il a surtout après une blessure hein, qu'il a été éloigné des terrains jusqu'à la deuxième partie de cette saison 2024, enfin de cette saison 2025 pardon, il avait montré déjà lors de sa saison, comment on appelle ça, freshman, des choses intéressantes en tant que releveur. Ensuite, en tant que sophomore, avant d'être longtemps blessé, bah, ça avait été intéressant. Là, il est revenu sur la fin suite à la blessure. Donc là, au final, il n'aura pas lancé beaucoup de manches sur toute sa carrière universitaire. Ça peut être l'un des freins. Il aura lancé en 3 saisons 108 manches. Hein, donc voilà. Mais il est monté en puissance au fur et à mesure de son dernier retour là, donc avec Arkansas, et comme je l'ai dit, c'est devenu la belle histoire un peu de cette fin de saison. Et comme Atlanta est très bon aussi à recruter des lanceurs à développer et à les mettre tout en haut de l'affiche, bah pour moi c'est soit lui, soit Tyler Bremner, mais comme Tyler Bremner, il descend de plus en plus dans ma tête à moi, tout simplement. Je savais pas comment le dire, désolé Tyler Bremner, mais... du coup, pour moi, ça serait la sensation Gage Wood qui serait récupérée là plutôt qu'un justement Tyler Bremner. Ça pourrait être Tyler Bremner, hein, je dis pas le contraire, mais moi je pars sur Gage Wood. Voilà pour les Braves.
Pour Kansas City, ils vont nous faire un peu comme pas mal d'autres équipes dont on a parlé auparavant, c'est le fait qu'ils ont plusieurs choix de draft assez tôt, et surtout, ils ont le pick 23 et le pick 28. Alors le pick 28, je le rappelle encore une fois, puisque Bobby Witt Jr. était dans le top 3 au MVP. Donc voilà, voilà. Pour faire simple, ils sont clairement associés à pas mal de joueurs lycéens, donc là il y a du choix et beaucoup de choix, c'est difficile de vraiment choisir qui il prendrait, mais moi je vais les lier en fait. Je vais les lier à Steel Hall. Steel Hall, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un joueur avec un très très gros upside, il n'a que 17 ans et quelques. C'est un joueur qui clairement n'est pas prêt, hein, bien entendu encore moins que la plupart des prospects, parce qu'il est encore une fois très jeune. Qui a l'air plus avancé défensivement qu'offensivement. Donc c'est une chose aussi à noter, ce dont j'avais parlé rapidement tout à l'heure. Mais qui peut être très intéressant à moyen terme et long terme pour Kansas City. C'est un shortstop, voilà. On verra comment il se développe. Et pour moi, ils vont le prendre ici et ils prendront un autre joueur lycéen au pick 28 dont on parlera tout à l'heure. Voilà pour les Royals. Les Tigers ont les picks 24 et 34, donc vous pourrez les voir un peu à la Kansas City ou comme d'autres, tenter de la jouer stratégique. Moi, je les vois sélectionner un joueur lycéen à ce niveau-là. On parle beaucoup de Shane Gamble, mais moi je les vois bien récupérer Slater de Brun avec cette position. Surtout que dans ma mock draft, si je dis pas de bêtises, il est toujours disponible. Slater de Brun, c'est marrant parce que ça pourrait être le type de joueur qui irait du côté des Diamondbacks pour le coup. Par rapport à son profil, et c'est un joueur plutôt, on va dire, petit entre guillemets par la taille, très dynamique. Il peut faire penser, même si c'est pas les mêmes positions et les mêmes types de joueurs, mais il pourrait faire penser à Corbin Carroll par exemple. C'est un joueur qui a encore pas mal de choses à travailler. Peut-être la puissance, ça sera toujours un peu délicat, mais qui a déjà montré de belles choses en termes de discipline à la batte. En termes de vitesse, c'est clairement, sur la course, la vitesse, c'est clairement là où il est le meilleur en termes de notation. Et en fielding, donc au niveau défensif, c'est très intéressant. C'est un outfielder de petite taille au niveau universitaire. Au niveau lycéen, pardon. Donc à voir, pour moi il finit du côté donc de Détroit pour le coup, plutôt que Sean Gamble. Voilà, Slater de Brun chez les Tigers. Pour nos amis les Padres, je les vois récupérer Creuse Schoolcraft. Il est l'un des joueurs dont on entend le plus souvent parler, on associe son nom le plus souvent justement aux Padres. Je pense pas qu'ils vont prendre un joueur universitaire de toute façon, ça n'a pas l'air d'être l'idée. Avec ce pick 25, je dirais Creuse Schoolcraft, c'est un très bon jeune joueur avec des dimensions gargantuesques, puisque c'est un 6'8", c'est-à-dire il fait 2 mètres et quelques. Je me rappelle plus de toutes les conversions, mais voilà. C'est un joueur dont la balle rapide, avec aussi ses dimensions, font saliver les scouts. Il a cette balle rapide, il a aussi sa slider qui sont très intéressantes. Un peu en dessous, il a une change-up qui apparemment est bien notée. Puis après, il a du travail à faire sur tout ce qui est un peu plus de commande et contrôle. Mais en tout cas, c'est un prospect qui est vu assez haut. C'est un lanceur de bonne qualité qui n'est que lycéen, qui aura donc le temps de prouver et d'augmenter, de se développer, pardon. Et donc, je vois bien les Padres le récupérer. Voilà. Bon, on a parlé de lui il y a quelques minutes, on va en reparler, et cette fois-ci, ça serait pour qu'il soit pick par les Phillies. Je parle de Sean Gamble. Il est souvent associé aux Tigers, donc c'est pourquoi j'en avais parlé lorsque j'ai décidé de prendre Slater de Brun. Mais Sean Gamble, c'est un joueur qui montre de plus en plus de choses intéressantes. Il vient de la fameuse IMG Academy en Floride, qui a sorti pas mal de joueurs très intéressants. C'est un infielder normalement, mais il peut aussi jouer dans l'outfield, plutôt seconde base dans l'infield. C'est un joueur surtout qui, en tant que frappeur gaucher, a fait montre d'une puissance, on va dire, qui a évolué dans le bon sens. Associé à ça, une bonne approche à la batte, avec du progrès bien entendu, mais déjà une bonne approche à la batte, plus un côté un peu plus que la moyenne en tant que coureur, en tant que puissance de bras. La défense est peut-être la zone où il y a un peu plus de travail à faire, mais voilà, ça reste un prospect lycéen,
très bien noté, l'un des meilleurs de sa QV, et c'est pourquoi je ne vois pas dépasser en fait le seuil des Phillies. C'est pourquoi dans ma mock draft, ce sont les Phillies qui le récupèrent. Voilou. Et pour Cleveland qui termine ce premier tour de draft, je les vois récupérer. Je l'ai noté, j'ai oublié. C'est ouf. Je l'ai sur le bout de la langue. Cam Canarella. Bah, oulala. Donc moi, je vois bien récupérer Cam Canarella. Alors, il est dans la plupart des mock drafts, il n'est pas aussi haut. Dans la plupart des rumeurs aussi, il n'est pas forcément link à Cleveland. Mais je me rappelle qu'ils ont pris Steven Kwan il y a quelques saisons. Hein, il faut le rappeler. Lui aussi, outfielder, universitaire. Alors Cam Canarella, pour le coup, a plus de potentiel sur le papier que Steven Kwan. Mais c'est un joueur qui peut faire du bien en termes même de leadership, en termes de mentalité. Ça veut dire que là, on dépasse l'aspect pur technique. Il n'y a pas de puissance, donc ça fait vraiment penser à Steven Kwan, pour le coup. Pas de puissance, par contre une belle discipline à la batte, très dynamique, très rapide. Un problème pour moi, c'est qu'il joue à outfielder, notamment pas mal dans le centre-field de Clemson. Et son problème, c'est que sa puissance de bras pour lancer des relays ou pour essayer de retirer des tags, ou etc., n'est pas assez bonne, je pense. Donc ça risque d'être un peu compliqué de vraiment le voir réussir, à moins qu'il arrive à redévelopper ce côté-là, réussir à montrer des choses intéressantes à ce niveau-là. C'est ce qui fait que je pense qu'il est en train de descendre de plus en plus au niveau des notes de draft, des scouting et tout ça. Et en plus de ça, il a été pas mal blessé, notamment à son épaule. Et je pense que tout ça, ça a joué dans ses performances un peu en deçà. Mais je vois bien que Cleveland est capable d'aller récupérer justement un Cam Canarella et de tenter leur chance avec lui, parce que ça reste, s'il retrouve son niveau, ça reste vraiment un joueur qui peut être très 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 bon pour n'importe quelle franchise. Donc voilou, ça termine notre premier tour. Comme je suis généreux, je vais vous donner encore déjà le pick des Kansas City, leur pick pour le beau classement de Bobby Witt Jr. Et ensuite, je vais vous donner quelques noms de joueurs qui ne sont pas pris pour l'instant au premier tour dans ma draft, mais qui pourraient être pris dès les compensation picks, les competitive balance et compagnie. Je pense pas que je vais vous faire quand même la draft aussi des competitive balance, alors que je pensais les faire, mais plus je vois le temps que ça a pris juste pour faire le premier tour, et que malheureusement je n'ai plus beaucoup de temps devant moi, plus je pense que ça va être trop compliqué à mettre en place sans rusher. Donc vaut mieux que je fasse une dernière partie où je vous donne mon pick des Kansas City Royals, puis après je vous donne des noms de joueurs qui pourraient très bien remplacer d'autres joueurs que moi j'ai mis dans mon premier tour de cette draft 2025. Dernière pause et on commence tout ceci. Nous revoilà pour parler tout d'abord du pick des Royals, le pick 28 comme j'ai dit, donc il pique en 23, il pique en 28, donc ça pourrait même être un swap de pick, il pourrait très bien récupérer un autre prospect lycéen ici, et j'ai vu qu'il y a pas mal de fois le nom de de Josh Hammond qui arrive à ce niveau-là. Et donc je vais être un élève sage et attentif, et je vais décider d'aller avec ce jeune joueur. Alors Josh Hammond, très rapidement, c'est qui ? Mais qui est-ce ? Mais que fais-tu ? C'est un troisième base lycéen. En termes de métriques, c'est un joueur qui montre une qualité moyenne à la batte, une puissance accrue, donc des choses sur lesquelles travailler. Il est plutôt moyen en tant que runner, en tant que coureur sur base. Il a par contre une puissance de bras vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. Il était troisième base en North Carolina, en Caroline du Nord, du côté des Wesleyan Christian. Et c'est un joueur qui va pouvoir, s'il arrive à développer cette discipline à la batte, amener beaucoup de choses offensivement à une équipe. En termes de défense, il est moyen. Donc il est à peu près moyen entre guillemets partout, sauf cette puissance de bras qui peut l'aider justement en termes de défense.
et qui pourrait aussi l'aider à développer d'autres aspects, d'autres cordes à son arc, sachant que comme j'ai dit, sa puissance est en train de se développer de plus en plus, donc ça peut être très intéressant. En termes de dimension, c'est un 6'1", donc il est un peu plus petit que moi, ça doit faire 1m85 à peu près. Je sais qu'il a commit à Wake Forest si je me rappelle bien, donc s'il n'est pas sélectionné au premier tour, ça pourrait être le type de joueur, s'il n'est pas sélectionné assez tôt, qui se dit bon je vais suivre mon commit. Mais en tout cas voilà, c'est le choix que moi je vois pour Kansas City. Et comme je ne suis pas radin, je vais vous donner quand même quelques noms de joueurs à noter pour finir cet épisode. Tout d'abord, il y a un lanceur qu'il faut regarder, c'est Anthony Hanson. Je sais qu'il a été link avec les Guardians souvent. Moi, je tente la cote Cam Canarella qui n'est pas link tant que ça, mais bon, je me base un peu sur Steven Kwan. Ça peut être complètement faux, mais il faut quand même savoir que Anthony Hanson est un des pitchers très cotés, pitchers lycéens. Et en plus, il est pitcher lycéen, pitcher universitaire, pardon. C'est pas du tout un pitcher lycéen, attention. Faut pas que je commence à vous dire des bêtises. Pitcher universitaire, il est quand même très coté. Riley Quick, c'est un autre joueur. Lui, pour le coup, c'est un pitcher. Voilà. Il est lui aussi très coté. Donc on va voir ce qui va se passer pour ce joueur-là, Riley Quick. Il était d'ailleurs à Alabama. C'est pour ça que moi je vous donne des noms souvent de joueurs universitaires au final, parce que c'est les joueurs que je connais bien. Anthony Hanson, voilà, si vous voulez savoir toute l'histoire, il a été champion avec LSU. Voilà. D'autres joueurs à noter, ça va être encore des joueurs universitaires. Pour la plupart, j'essaie de vous trouver d'abord des noms de joueurs lycéens que j'ai peut-être délaissés. Est-ce que j'en vois un ou deux que j'ai délaissés qui pourraient être intéressants à noter quand même au cas où. Je cherche. Vous le savez, moi et le lycée, on ne se suit pas tant que ça. Je sais qu'il y a Jack Bauer, Aaron Watson qui sont des joueurs notés et pourquoi pas cotés. Matthew Fisher également en termes de prospects. Angel Cervantes qui nous vient de Californie. Je m'arrête là pour les joueurs lycéens et je vais finir avec d'autres joueurs universitaires. On a l'un des meilleurs joueurs de la saison, Alex Lodis, qui est disponible, le shortstop de Florida State. On a des lanceurs comme Zach Root, lanceur gaucher de Arkansas, l'un des starters. On a bien sûr des joueurs comme Mason Neville, l'un des meilleurs joueurs de la saison également, un joueur d'Oregon. Max Bellew de Texas, l'outfielder. Si on veut parler de receveurs, je vous en avais parlé déjà auparavant, Luke Stevenson, bien entendu de North Carolina, l'un des meilleurs receveurs de la QV. D'autres lanceurs qui ont fait fait leur trou et qui se sont montrés sur le plus grand des stages, c'est Patrick Forbes par exemple de Louisville, le lanceur droitier qui a été jusqu'au College World Series avec son équipe ACC. Un joueur dont j'ai parlé dans les petits points draft, Devin Taylor, l'outfielder dynamique et très 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 bon de Indiana. Andrew Fisher, le très bon joueur, first base, troisième base, Tennessee. Ethan Conrad, si on veut parler de Wake Forest. Donc il y a encore beaucoup de joueurs à noter. Tyler Bremner, on en a bien sûr parlé. Il y a de fortes chances qu'il soit d'ailleurs pris au premier tour, attention. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment d'autres joueurs que je suis en train d'oublier, dont je voudrais parler. Brandon Compton, petite mention à lui. Je pense pas qu'il va être pris au premier tour pour le coup, attention. Mais il a fait une très très belle saison avec Arizona State. On a parlé de plus en plus de lui, l'outfielder donc d'Arizona State. Donc ça pourrait être un second tour par exemple, ça serait pas choquant du tout. Et enfin, pour finir avec tout ça, on va finir avec un lanceur gaucher dont on parle beaucoup sur son potentiel de puissance de balle, c'est Cade Obermuller, qui certes a plutôt starté du côté d'Iowa, mais qui est plutôt projeté comme un releveur du fait de ses pitchs, si j'ai pas de bêtises. Sa balle rapide, c'est sa balle la plus cotée. Enfin, attention, je vais me reprendre. Sa slider est en vrai sa balle la plus cotée, dans le sens où c'est sa balle qui a montré le plus de consistance. Par contre, sa balle rapide, c'est sa balle pour moi la plus cotée, puisque elle peut aller jusqu'à 98 miles par heure, et surtout en fait elle a une façon d'être lancée ou une façon d'être délivrée qui est assez spécifique. On en a souvent entendu parler, notamment j'ai entendu parler dans pas mal de podcasts de Cade Obermuller pour cette balle rapide. Donc attention, quand je dis côté, je me suis trompé, je me suis emporté, c'est dans le sens où elle est spécifique, un peu particulière.
Voili voilou. L'année dernière déjà, il était draft éligible, parce que c'était un sophomore, mais en termes d'âge, il avait l'âge requis pour pouvoir être drafté, et je pense qu'il avait été drafté par les Rangers, mais il avait refusé. Et donc il se retrouve cette saison avec potentiellement l'occasion d'être drafté dans les 3 premiers tours, dans l'un des 3 premiers tours de la draft à venir. Voili voilou, j'espère que cet épisode reste assez digeste, comme j'ai dit il va être chapitré, donc pour vous ça sera quand même plus facile à suivre. J'ai essayé de donner assez de détails, d'aller peut-être un peu plus en profondeur tout d'abord sur les rappels de ce qu'est la draft, de comment ça se passe, des spécificités. Ensuite j'ai essayé de vous donner quand même ma mock draft avec des descriptions des joueurs, surtout sur les 10 premiers joueurs sélectionnés selon moi, puis après peut-être un peu moins de détails, mais quand même je pense assez de détails pour ne pas partir les mains vides en tout cas. Et pour finir, je vous ai quand même donné quelques noms de joueurs qui pourraient être sélectionnés à la place d'autres joueurs que moi j'ai sélectionnés, puisque la draft ça reste une science inexacte. On n'est pas dans la tête des GMs, on n'est pas dans la tête des stratégies surtout qu'ils veulent mettre en place pour sauvegarder ou en tout cas économiser, pour pouvoir récupérer plusieurs joueurs dans des tours assez rapprochés ou dans des pics assez rapprochés, etc. En tout cas, faites-moi savoir ce que vous en pensez. On va certainement ne pas avoir un épisode la semaine prochaine, peut-être même la semaine qui suit également, ça je vous redirai sur les réseaux sociaux, donc restez connectés au cas où. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette saison 2025 avec vous en termes de saison universitaire. La draft pour moi est un peu cette clôture, ce point final de la saison universitaire, puisque ça inclut nos joueurs universitaires préférés. Et sur tous ces bons mots, j'ai tout simplement envie de vous dire à très vite quand même, passez de bonnes vacances d'été si vous partez en vacances d'été et que je ne vous inonde les oreilles que bien plus tard. Autrement dit, voili voilou de circonstances. Allez, ciao.